Salut tout le monde, bienvenue à Grey Neuron, ici Roxane avec ma co-animatrice Fanny. Bonjour. Et aujourd'hui, on reçoit le sociologue, essayiste et chroniqueur Mathieu Bock-Côté. Allô Mathieu. Bonjour. Bienvenue à Grey Neuron, merci d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir d'y être. Est-ce que tu as fait le vol France-Montréal juste pour venir nous voir? Seulement, je repars juste après l'entretien. Excellent, ben merci d'être passé. Ça fait plaisir. Mathieu, en fait, tu fais beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai eu un petit peu de misère à... Je me suis dit de quoi qu'on va parler avec lui. Il y a une foule de sujets à aborder. Tu fais beaucoup d'émissions. Tu parles dans des podcasts. T'es chroniqueur à TVA aussi. Donc, tu abordes une foule de sujets, que ce soit la politique, la société, tout ça. Moi, c'est sûr que je suis très préoccupée par le wokisme. Avec raison, nous sommes oui. deux ou trois. Puis oui, c'est ça, exactement. Puis je sais que toi aussi, en fait, tu sais, comme sur Internet, t'es une emblème de l'extrême droite pour les woke. Ils se réveillent la nuit pour te détester. Il y a des mimes de gauchistes sur toi. L'autre jour, on a fait une chronique sur les mimes de gauchistes, puis on est tombé sur des mimes sur toi, puis on était comme, mon Dieu, c'est Mathieu Bock-Côté. Pourquoi les woke t'aiment pas comme ça? Je ne les aime pas davantage. OK. C'est réciproque au moins. Alors, le point de départ, je pense, mais je traduirais ça au-delà de woke, pas woke, c'est, je dirais ça en termes gauche-droite, en quelque sorte. OK. La gauche, pendant longtemps, a eu le monopole, croyait avoir le monopole du récit médiatique légitime, de la vie intellectuelle. Elle fixait les catégories du bien et du mal. Et ensuite, ceux qui n'étaient pas avec elle, alors il y a deux classements. Il y avait la droite respectable, entre guillemets, qui est la droite qui lui donnait raison à la gauche, tout en disant est-ce qu'elle pourrait quand même aller plus lentement. Donc c'est une droite qui consentait à se faire cocufier politiquement et intellectuellement. Donc c'est la droite qui tenait finalement rien d'autre qu'une gauche pâle ou une gauche au ralenti. Et la part de la droite, entre guillemets, qui n'accepte pas ni la vision du monde, ni les idéaux, ni la lecture de l'histoire portée par la gauche la nomme extrême droite. Et vous noterez que le concept d'extrême droite, auquel vous avez fait référer, on n'en trouve jamais une définition un tant soit peu rigoureuse. Donc vous allez trouver dans ce qu'ils appellent l'extrême droite des libertariens, des conservateurs, des nationalistes, dans d'autres pays des monarchistes, mais des ultra-républicains aussi, pourquoi pas, les trois derniers fascistes qui traînent dans nos sociétés, des sociodémocrates modérés. Bon, alors, pour moi, ce concept d'extrême droite, entre guillemets, sert essentiellement à être collé sur quelqu'un pour dire « Attention, chien méchant ». Ça fait en sorte qu'une fois qu'on lui a collé cette étiquette, ne vous préoccupez pas de ce que dit cette personne, puisqu'on lui a collé l'étiquette d'extrême droite. Il a beau dire 2 + 2 = 4, méfiez-vous néanmoins, il cherche à vous dire quelque chose d'autre derrière ce 2 + 2 = 4. Donc, déjà, moi, faut dire que je suis assez sévère envers le clivage gauche-droite déjà. La gauche s'autoproclame gauche et renvoie à droite tous ceux dont elle ne veut pas. Puis j'ajoute une chose, il suffit pas d'être de gauche. Hein. Être de gauche, c'est déjà une chose, mais il faut le demeurer, parce que la gauche, si on fait une histoire de ce qu'est être de gauche tout au long du 20e siècle et au 21e, auparavant, c'était la classe ouvrière, le socialisme, le communisme en d'autres temps. Ensuite, c'était la social-démocratie. Ensuite, on a eu la conversion diversitaire. Donc, pour être de gauche, c'était pour la déconstruction de l'école traditionnelle, des normes sociales traditionnelles. Aujourd'hui, être de gauche, c'est embrasser l'immigration massive, c'est condamner toute forme de souveraineté populaire en disant que c'est la tyrannie de la majorité. Donc, être de gauche me semble une tâche très complexe. Mais la gauche toujours renvoie à droite ceux qui n'embrassent pas ses idéaux et renvoie à l'extrême droite ceux qui osent la confronter sans se coucher devant elle. Voilà, c'est comme ça que je comprends ces mimes à répétition. Mais pourtant, ce que tu décris de la gauche, c'est pas comme ça qu'ils se décrivent. La gauche se décrit simplement comme des gens bienveillants, altruistes, qui se soucient de la justice sociale et qui veulent simplement l'égalité et l'inclusion. Premièrement, je ne sais pas exactement ce que veut dire l'égalité, au-delà de l'égalité juridique. L'égalité juridique, c'est-à-dire tous ont les mêmes droits, et l'égalité, si on est chrétien, on pourrait ajouter l'égalité des âmes. Très, très bien, ça, je l'entends. Ensuite, si par égalité, on entend, et ça, c'est une formule que j'emprunte à Louis Powell, trop souvent, l'égalité consiste à couper ce qui dépasse. Eh bien, si on voit, par exemple, dans l'égalité aujourd'hui dans nos sociétés, on va dire plus cultivé, par exemple, plus cultivé, plus performant, plus ci, plus ça, on y verra quelquefois une injustice. Mais l'inégalité, entre guillemets, c'est pas nécessairement de l'injustice. C'est quelqu'un qui travaille davantage pour obtenir davantage et pour offrir davantage à ses enfants. C'est normal, à la fin, qu'il en ait un peu plus que d'autres. Et ça, est-ce que penser ça sous le terme inévitablement de l'injustice. Donc, inégalité égale pas injustice pour moi. Donc, l'égalité de base,
base, oui, comme je dis, juridique, ça va de soi. L'égalitarisme économique et social et tout ça, on voit où ça nous a conduit au 20e siècle. Généralement, ça crée des sociétés hyper bureaucratisées, très judiciarisées, finalement policières, parce qu'il faut effectivement couper tout ce qui dépasse et couper ceux qui remettent en question le dogme de l'égalitarisme à tout prix. Pour l'inclusion, je note que nos amis de la gauche radicale, entre guillemets, sont favorables à l'inclusion, sauf de ceux qui ne pensent pas comme eux. Et eux, il faut les exclure, les maudire, les extrême droitiser, leur coller la sale étiquette, dire qu'ils ont très mauvaise... Fasciste, c'est la fascisation, l'extrême droitisation, et ils sont insupportables là-dessus. Donc moi, je suis plutôt de l'école de la démocratie libérale, mais bon, enfin, qui est la tradition politique de fond de notre civilisation. J'ai toujours dit, il est normal pour moi qu'il y ait des conservateurs et des progressistes dans une société, des libéraux et des gens qui préfèrent l'autorité. Il est normal qu'il y ait des enracinés et des cosmopolites. Et une société normale doit avoir ces pôles-là, pour une raison simple. C'est que si aucune doctrine politique, même la mienne, j'entends, même la vôtre, n'épuise les aspirations de l'âme humaine. C'est normal, aucune doctrine, autrement dit, a la totalité du vrai en société. Donc, il est bien qu'il y ait des gens plus soucieux de l'égalité. Il est bien qu'il y ait des gens plus soucieux de la liberté. Il est bien qu'il y ait des enracinés, il est bien qu'il y ait des cosmopolites. Ensuite, dans tout ça, j'ai mes préférences. Je préfère une société avec plus de liberté, une société plus enracinée qu'une société diversitaire, multiculturelle et ainsi de suite. Mais je conçois qu'une part du réel échappe à l'idéologie à laquelle j'adhère et donc qu'elle puisse s'exprimer dans l'espace public. Le désaccord avec l'adversaire, moi, je le régule par la conversation publique. Je pense qu'il faut être en désaccord. La gauche tend à vouloir réguler l'adversaire en l'effaçant du paysage, en décrétant qu'il ne doit pas exister, en expliquant que c'est la dernière trace d'un passé révolu, que ceux qui pensent pas comme elle, c'est le bois mort de l'humanité, que ce sont des fascistes à combattre, et les discours qu'elle n'aime pas, elle les nomme discours haineux, et les faits qu'elle n'aime pas, elle les nomme désinformation. Oui. Encore une fois, ça devient lassant. Oui, c'est un peu ce qui nous est arrivé à tous, je crois, parce qu'à la base, on a grandi en pensant qu'on était plus de gauche, puis on s'est fait un jour dire qu'on n'était pas de gauche du tout, puis là, maintenant, on est d'extrême droite, donc c'est un peu ça qui nous est arrivé, là. On a été classés malgré nous. Non, moi, j'aime dire, tout le monde a été, est ou sera un jour accusé d'être d'extrême droite. Donc, il faut faire la... Et surtout, l'enjeu avec ça, je pense, c'est qu'il faut simplement ne plus concéder à la gauche un monopole de la crédibilité dans la distribution des étiquettes. Donc, elle dit extrême droite, fasciste, là, et en plus, elle a quelquefois un vocabulaire plus subtil, entre guillemets, pour parler de ceux qui remettent en question, non pas le réchauffement climatique, mais les politiques d'ajustement au réchauffement climatique. Si vous n'êtes pas d'accord avec le dogme, ils vont dire négationniste. Hein? Je l'ai souvent dit. Climato-sceptique et négationniste. Ouais. Mais négationniste, on entend aussi. Oui, négationniste. Le problème, c'est que négationniste, à l'origine, ça désigne ceux qui nient l'Holocauste et les chambres à gaz. Donc, on prend ce concept de négationniste et on l'applique désormais à ceux qui disent, ben, instant, dans les changements climatiques, est-ce que c'est vraiment nécessaire de désindustrialiser nos pays? Est-ce qu'on peut aussi rapidement congédier les énergies fossiles? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va trop loin quand on embauche des espèces de nouveaux policiers qui trient dans les déchets des maisons pour s'assurer que personne n'ait pas mélangé son recyclage avec son pas recyclage? Est-ce qu'il n'y a pas une tentation liberticide dans l'écologisme? Eh bien, négationniste. Donc ça, il faut voir. Climato-négationniste. Ce mot-là, ouais. Donc moi, je pense qu'une tâche d'hygiène publique élémentaire consiste à toujours décortiquer les concepts qu'on nous impose, parce que sinon, on finit par les employer soi-même et s'auto-neutraliser, puis s'auto-abolir intellectuellement. Mais pourquoi elle est toujours, justement, dans ces extrêmes-là de fascisme, de négationnisme, de discours haineux? Dans le fond, je veux dire... Oui, il nous qualifie d'extrême droite, mais est-ce que c'est ça, l'extrême gauche? Ben, moi, je suis réfractaire même envers le terme extrême gauche. Okay. Je l'utilise seulement, ou ultra-gauche, mais l'extrême gauche, je l'utilise pour ceux qui ont une volonté révolutionnaire violente. Okay. C'est-à-dire, si vous considérez que les mécanismes de la délibération publique, vous considérez que la violence est légitime pour renverser une société que vous jugez injuste apparemment, alors que vous avez le droit de vous présenter aux élections, de parler publiquement, là, vous rentrez dans l'extrême gauche. Et si on voulait à tout prix avoir un concept d'extrême droite, on nous dirait, par exemple, bon, l'extrême droite existe, ok, qu'est-ce que vous entendez par là? Si vous me dites que c'est l'usage de la violence dans une perspective révolutionnaire à droite, parfait. Mais si c'est le cas, ça chasse du périmètre de l'extrême droite des partis comme le Reform en Grande-Bretagne avec Farage, le Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, Frères d'Italie de Giorgia Meloni. Donc le concept d'extrême droite, si on veut l'utiliser avec une définition minimalement rigoureuse qui référerait à la violence, mais tous les partis qu'on étiquette ainsi aujourd'hui n'y correspondraient pas. Donc c'est pour ça que moi, en matière d'étiquetage, apparemment c'est important, je préfère étiqueter les gens comme ils se présentent eux-mêmes normalement. Vous me dites que vous êtes conservateur, vous êtes conservateur. Vous êtes nationaliste, ensuite je peux penser que vous n'êtes pas un vrai conservateur, puis au fond vous êtes autre chose. Mais coller une étiquette, le problème du mot extrême droite, c'est que personne ne s'en réclame et tout le monde accuse l'autre d'en être. Mais une étiquette comme celle-là, c'est pas une étiquette qui sert à décrire, mais à décrier. Elle ne sert pas à comprendre, mais à diaboliser. Elle ne sert pas à
réfléchir, mais à maudire. Bon, on devrait la laisser de côté. Mais est-ce qu'il faut absolument être modéré? Je dirais, est-ce que les extrêmes ont une utilité aussi en politique? Ça dépend de ce qu'on entend par extrême. C'est-à-dire, si par extrême, on entend culte de la violence, je ne crois pas que ce soit utile. Je pense oui, parce que pour toi, dans le fond, quand tu dis extrême, c'est quand ça devient violent. C'est-à-dire que je pense que la société démocratique et même la société politique repose sur la censure de la violence dans les méthodes de transformation de la société. Donc, vous pouvez débattre, vous pouvez même manifester ardemment, mais c'est encadré juridiquement. Vous n'avez pas le droit à la violence arbitraire, d'autant que l'État a le monopole de la violence légitime. Donc, une fois qu'on a dit ça, le culte de la modération pour la modération, c'est aussi la passion de l'eau tiède. Donc ça, on le voit, par exemple, dans des gens qui disent ils sont modérés. Modérés en quoi? Je dirais les circonstances historiques. Il fallait pas, je donne un exemple qui n'est pas de notre société, il ne fallait pas être modérément contre les nazis. Il fallait être ardemment contre les nazis. Il fallait être, j'allais dire, fanatiquement contre les nazis. Il ne fallait pas être modérément anticommuniste. Oui, ils sont pas si pires que ça. Il y a des bons puis des mauvais côtés. Voilà, on n'était pas sur le mode genre nazisme, humanisme. Ouais. Non. Donc là, il fallait vraiment... Il fallait aller jusqu'au bout de la croisade contre eux. Il fallait pas être modérément anticommuniste, autant de Staline comme autant de Brejnev. Et ensuite, là, donc j'ai donné des cas totalitaires. Même dans nos sociétés, puis moi je le dis, là, donc là je laisse de côté la question du totalitarisme. Je ne suis pas modérément indépendantiste, je pense pas être extrémiste, mais je suis profondément indépendantiste. Je pense pas que l'indépendance est valable dans des circonstances particulières. Peut-être on verra bien, puis de toute façon on pourrait la laisser de côté. Non. Donc là, derrière le culte de la modération, quelquefois je le dis, il y a la passion de l'eau tiède. Et la passion de l'eau tiède, on fait pas des sociétés fortes avec ça. Ben c'est ça justement pour la question de l'indépendance. Je sais pas, là, des fois j'étais un petit peu moins sur X, mais dernièrement, il y avait eu beaucoup un débat entre deux clans d'indépendantistes. Toi, tu fais partie de ceux qui la veulent à tout prix. Peu importe les conditions, là. C'est-à-dire que si vous m'annoncez que l'indépendance s'accompagnera d'un retour des dinosaures en même temps que d'une chute de météorite qui entraînera l'extermination du genre humain, j'aurai mes réserves. Okay. Mais tant qu'on est dans un environnement où c'est la démocratie libérale, ce qui va être le cas à mon avis, sans le moindre doute, je pense que dans le monde qui est le nôtre, dans l'époque qui est la nôtre, dans un monde fait de peuples et de nations, dans un monde où les peuples, mieux vaut se gouverner soi-même que confier son destin à un autre peuple, ce qui ne veut pas dire qu'il est méchant. Je veux dire, vous n'êtes pas méchante, mais c'est pas une raison pour que je vous confie mon destin. Puis je vous envoie de l'argent pour que vous me le redonniez ensuite pour me dire comment le dépenser si je suis sage. Ce n'est pas manquer d'estime pour vous que de dire que je préfère m'organiser par moi-même, puis ensuite on s'entendra, vous et moi. Donc, je pense que l'indépendance pour un peuple... D'ailleurs, je note ça, hein, des gens... par exemple, l'indépendance, elle est bonne pour les Marocains, elle est bonne pour les Irlandais, elle est bonne pour les Lituaniens, elle est bonne pour les Estoniens, pour les Ukrainiens, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est bonne pour les Français, elle est bonne pour les Norvégiens. Mais pour les Québécois, oh là là, c'est peut-être pas une bonne idée. Il faudrait qu'on soit une société absolument parfaite avant d'avoir droit à l'indépendance à la manière d'un Graal jamais touché. Et non, je pense alors qu'un peuple, en général, se gouverne mieux quand il est pleinement responsable de lui-même. Puis comme disait Parizeau en d'autres temps, on fera nos bons coups, nos mauvais coups. Ça sera notre faute, ce sera plus la faute des autres. Donc pour moi, et par ailleurs, c'est une condition de survie pour notre peuple. Ça, j'en suis convaincu. Si le Québec ne devient pas indépendant dans la prochaine séquence historique qui s'ouvre, au terme du présent siècle, les Québécois francophones seront une minorité en leur propre pays. Et un peuple qui devient minoritaire chez lui, surtout dans le contexte historique qui est le nôtre, eh bien, c'est un peuple qui meurt. Et ça, je suis catastrophé devant cette idée, ce qui modère ma modération. Mais, je suis d'accord avec ça, mais j'ai de la difficulté à saisir comment on peut faire pour aller chercher plus de gens pour l'idée indépendantiste, séparatiste, quand le seul parti qui la prône ou qui prévoit, disons, faire un référendum à ce sujet-là est un peu woke, justement. Comment aller... Vous parlez du Parti québécois? Exactement. Alors, je vous trouve un peu injuste, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on en pense qu'on veut ensuite. Ouais. En 2020, quand il lance sa campagne à la chefferie du Parti québécois, on est dans un contexte où le wokisme est hystérique absolument. Okay. C'est la séquence où on bannit des livres, on détruit les statuts, la censure est plus forte que jamais. Et PSPP va mener une campagne à la chefferie, donc sur la question de l'indépendance, évidemment, mais anti-woke. De tous les chefs politiques québécois, c'est celui qui, aujourd'hui, a construit une doctrine, un discours le plus profondément anti-woke. Donc ça, puis lui-même l'a dit, le wokisme est puis il l'a dit assez souvent, c'est pas un secret, il l'a dit assez souvent, il a écrit des textes là-dessus, le wokisme est un totalitarisme, le wokisme est contraire à la liberté d'expression, le wokisme est un danger de civilisation. Donc le Parti québécois est un parti qui, sous Paul Saint-Pierre Plamondon, a rompu explicitement avec le wokisme, ce qui me semble être quelque chose d'absolument fondamental. Québec solidaire, c'est autre chose. Ensuite, le Parti québécois
historiquement, de sa fondation en 68 jusqu'à aujourd'hui, a toujours été une coalition. Si vous prenez le Parti québécois en 68, il y a le tronc central qui est porté par René Lévesque, le mouvement Souveraineté Association. Il y a une aile droite, le Ralliement national, qui est un parti indépendantiste de droite assez conservateur régional, qui se joint à lui, qui était issu d'un schisme du RIN. Donc le PQ à l'indépendance, c'est l'alliance du centre-gauche et de la droite conservatrice. Avec le centre-gauche plus puissant que la droite conservatrice. Et 10 jours plus tard, ou 2 semaines plus tard, le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, plus à gauche, mais plus ardent dans l'indépendance, s'auto-dissout pour dire à ses membres « rejoignez le Parti québécois ». Le PQ a toujours été une coalition. Selon les séquences historiques, il a penché plus à gauche, plus au centre, un peu plus rarement plus à droite, mais il y a toujours eu une aile conservatrice au Parti québécois. Et moi, j'invite, puis ensuite, je ne dis pas aux gens de devenir membres du Parti québécois, ils font bien ce qu'ils veulent de leur vie, mais la coalition indépendantiste, en 95, quand on est passé le plus proche de l'indépendance du Québec dans nos vies, eh bien, c'est que la coalition s'était vraiment ouverte. Il y avait la part social-démocrate, mais il y avait l'ouverture par Lucien Bouchard, qui n'était pas exactement un gauchiste. Il y a Mario Dumont qui s'était joint à la coalition nationale. Il y avait Marcel Mars, une figure immense, qu'on ne peut oublier aujourd'hui, une figure immense du nationaliste québécois conservateur de la Révolution tranquille, puis les années Mulroney, et ainsi de suite. Donc, le Parti québécois ne dit pas on va faire un pays de gauche, social-démocrate, néo-féministe, altermondialiste. Il dit les Québécois vont se gouverner par eux-mêmes, puis ensuite, dans ce Québec indépendant, vous voterez à gauche, à droite, au centre, comme dans n'importe quel pays normal. Okay. Moi, j'ai toujours été réservé envers ceux qui veulent mettre des conditions à l'indépendance. La gauche, qui nous dit on veut l'indépendance à condition que ce soit un projet de société sociale, démocrate, écologiste, ou néo, quelque chose comme ça. La grande synthèse des progressismes désirés. Ou de l'autre côté, ceux que j'appelle quelquefois les QS de droite, qui nous disent on veut l'indépendance, mais à condition que ce soit une société libérale, qui baisse les impôts, qui déconstruit même la loi 101 quelquefois. Je me dis l'indépendance, par définition, n'est pas d'un côté ou de l'autre. Et si vous conditionnez la liberté à l'usage que vous en ferez, eh bien, c'est que vous n'aimez pas la liberté. Elle est simplement un instrument au service d'autre chose pour vous. Mais donc, je pense... ouais. Donc, le PQ se range plus dans le centre pour aller chercher des gens des deux côtés pour... Ben, je dirais que si je faisais une analyse, le Parti québécois, sur l'indépendance, par définition, n'est pas à gauche ou à droite. Ça, pour moi, c'est réglé. Ensuite, le Parti québécois a réintégré des arguments identitaires essentiels qui avaient été laissés de côté après 95 parce qu'il y a eu le traumatisme pour les propos de Jacques Parizeau sur l'argent et les votes ethniques qui ont fait en sorte que pendant, ça c'était mon premier livre, un peu mon deuxième, pendant des années, les souverainistes ont eux-mêmes neutralisé la charge identitaire de leur projet pour pas avoir l'air exclusif, xénophobe, gna gna gna. Là, ils ont rompu avec ça. Le Parti québécois a renoué avec un discours identitaire fort, raisonnable, mais très fort. Puis pour ce qui est le plan social, un Parti québécois qui gouvernerait sous PSPP, ce qu'on en comprend, serait plutôt un Parti social-démocrate assez modéré, c'est-à-dire inspiré de la gauche scandinave, donc qui conjugue social-démocratie, liberté économique et identité nationale forte. Bon, ensuite, on pourrait souhaiter, moi, je cache pas mes préférences, je suis beaucoup plus conservateur. Dans d'autres pays dans le monde, mes préférences politiques et idéologiques ne se rangent pas du côté de la gauche social-démocrate modérée. Je suis un conservateur, un nationaliste conservateur, c'est pas un secret, mais dans la coalition souverainiste telle qu'elle prend forme aujourd'hui, je me sens à ma place. Mais il y a aussi, je pense que c'est quand même une baisse de confiance en le gouvernement, en l'État, en les institutions gouvernementales. Puis je pense que c'est ça un peu qui fait qu'il y a cette question-là, autant à gauche qu'à droite. J'ai l'impression qu'il y a des gens plus conservateurs, plus à droite, qui ont peur que le Québec, s'il se sépare, devienne une espèce d'État communiste super pauvre et super, justement, tout axé sur le climat. Et je pense que les gauchistes ont peur, au contraire, que ça devienne une espèce d'État d'extrême droite, là, comme ils disent. Oui, pour moi, c'est une double névrose. C'est-à-dire que l'argument que le Québec serait un Cuba du Nord, hein, c'est un argument très 1970. Le Québec ne sera pas un Cuba du Nord, ce ne sera pas un pays communiste. J'ajouterais que de manière pratique, c'est pas l'aile gauche de QS qui pilote aujourd'hui le projet national. Et par ailleurs, les nationalistes, les indépendantistes savent, ils sont pas fous à temps plein, que la majorité nationale, alors si on considère que c'est essentiellement les francophones qui vont voter oui, pour d'excellentes raisons. À l'échelle de l'histoire, c'est la majorité historique francophone qui est interpellée par le projet national, plus ceux qui se sont intégrés à elle, bien sûr. Les votes qui manquent, même de manière très pratique, là, au-delà de mes préférences, sont à droite. Le fait est que, en 95, au référendum, je me permets toujours de donner cet exemple-là, il y avait Françoise David, Amir Kadir, mais il y avait aussi Jean Garon et Éric Duhem. Éric Duhem a évolué autrement aujourd'hui. Mais c'est cette part-là de l'électorat, et si j'étais à la tête du Parti québécois, je me dirais, ces gens-là, j'en ai besoin. Ils sont nécessaires. Et je pense que le chef du Parti québécois a lancé des signaux assez souvent en disant... L'indépendance vous appartiendra pas juste à vous, tout comme appartiendra pas juste à moi, mais il y a de la place pour vous dans la coalition. Donc, un Québec s'ouvrait, à mon avis, je me trompe peut-être,
on va être globalement une société libérale, comme le sont les sociétés occidentales, une démocratie libérale imparfaite, avec des années de prospérité, d'autres qui le seront moins. Il y aura encore des tempêtes de neige pour le meilleur et pour le pire. Donc, globalement, ça va être une société qui va se ressembler, mais ce qui va changer, c'est qu'on va être désormais majoritaire dans un espace politique qu'on va définir par nous-mêmes, et je suis convaincu que si on prend le poids de l'histoire, les Québécois ont le réflexe de ne pas avoir confiance en eux. Moi, ça m'a toujours frappé. La séquence fédérale m'a renversé avec Carney. C'est-à-dire, on peut penser ce qu'on veut du personnage, mais que tant de nationalistes québécois, dans une période... Je résume ainsi les élections fédérales qu'on a traversées. Les nationalistes québécois se sont mis au service du patriotisme canadien contre l'impérialisme américain. Donc là, il y a des nationalistes québécois qui auraient voté oui toute leur vie, qui ont voté Carney au cas où avec l'impression que le bon anglais d'Ottawa, hyper qualifié avec un beau CV, allait nous protéger de l'impérialisme américain de Donald Trump. Et là, je me dis, ça, c'est quand même un réflexe. C'est un réflexe, en fait, qui est remonté à la surface de peuple qui a été colonisé pendant longtemps. Et puis qui dit toujours, par nous-mêmes, on ne sera pas capable, on a besoin de l'aide des autres. Avec ce paradoxe que la classe politique canadienne au grand complet s'est mise à parler comme des indépendantistes québécois. Stephen Harper a dit l'indépendance, c'est tellement important qu'on devrait sacrifier en partie notre prospérité économique pour la défendre. Stephen Harper. Mélanie Joly... non, c'est Mark Carney qui dit « Maître chez nous ». Donc là, il parlait finalement comme Jacques Parizeau, tous ces gens-là. Mais il parlait comme René Lévesque. Donc l'indépendance, c'était bon pour le Canada. Pour le Canada, l'indépendance, c'est bon. Mais encore une fois, pour les Québécois, c'est pas bon. Donc moi, je dis, ensuite, les Québécois sont pas caves à temps plein. On est une société démocratique, libérale. Donc ça sera ni un État ethnocratique terrifiant d'extrême droite, comme certains l'imaginent. Puis ça sera pas non plus je ne sais quelle dictature communiste. C'est une société libérale, puis ensuite, on fera des bons coups et des mauvais coups. Mais notre identité comme peuple va être assurée. Et ça, si on considère que c'est une chose importante, je pense que c'est la question la plus fondamentale qui soit. J'ai l'impression, je ne sais pas si ça représente la majorité, qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui ont de la misère. Je sais pas, j'ai l'impression que financièrement, ça va comme pas super bien, que les gens sont rendus plus centrés sur des besoins immédiats comme arriver à payer leur loyer, arriver à payer leur épicerie, et que la question identitaire est peut-être moins importante, puis justement, qui ont peur que tu sais, je veux dire, le Québec est l'endroit la plus taxé. Je veux dire, il y a une bureaucratie immense. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, ça me fait peur, justement, l'indépendance qu'on devienne un État encore plus bureaucratique, plus taxé, où ce qu'on on se fout un peu de l'aspect redonné. Si vous redoutez les États trop bureaucratiques, trop taxés et qui ne savent pas gérer leurs finances publiques, fuyez le Canada le plus rapidement possible. Dans les faits, la croissance, la fonction publique qui a la plus grande croissance, c'est la fonction publique fédérale depuis longtemps. L'État fédéral s'est surendetté pour des idées de fous. L'État fédéral est au Canada le laboratoire des approches woke qui vous inquiètent, mais version EDI, qui était diversité inclusion. L'État fédéral est celui qui a eu la politique d'immigration, qui a complètement déstabilisé les services sociaux au Québec, donc l'école, l'hôpital public, l'aide aux personnes en situation difficile, qui déstabilise, qui accélère par ailleurs l'anglicisation de Montréal et de Laval et de la Rive-Nord et de la Rive-Sud, ça commence à faire beaucoup, qui par ailleurs déstabilise le marché immobilier, qui fait en sorte que les familles de classe moyenne ont de la difficulté à se loger. Ça, c'est politique fédérale. Ensuite, si vous avez comme critère l'idée que les sociétés trop bureaucratisées, où on paye trop d'impôts et qui, quelquefois, se gèrent mal, ne sont pas dignes de l'indépendance, j'accepte cette idée, mais alors congédier l'indépendance de tous les pays d'Occident. Parce que ça va mal un peu partout aujourd'hui. Nommez-moi la société où ça va un peu bien. Il y a eu une dérive de nos sociétés, de nos pays, sur une quarantaine d'années. Et là, partout, on cherche à reconstruire. Mais aucun de ceux qui veut reconstruire dit « C'est sûr que je me reconstruirais mieux si je n'étais qu'une province d'un autre État avec moins de moyens pour moi-même. » Je connais pas de peuple qui se disent « Mieux vaut me lier les mains, me ligoter, je pourrais mieux me gouverner par moi-même et ainsi pour me reconstruire. » Donc je pense que l'indépendance, c'est pas un cadeau qu'on fait au peuple parfait. Mais c'est la condition du maintien dans la durée du peuple québécois. Puis par ailleurs, je donne la question de l'immigration, elle touche à la fois l'économique, le logement, l'identitaire, les services sociaux. Mais ça, c'est l'œuvre de notre bon gouvernement fédéral. Puis au-delà de ça, qui sert aussi à verrouiller démographiquement l'avenir du Québec. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, par contre, qui fait comme dévier le projet identitaire du Québec. C'est que là, le Québec, on dirait, s'est rallié au Canada parce qu'on a un ennemi commun maintenant qui est les États-Unis. Puis là, tout le monde avant qui était comme pro-Québec se sont mis à être pro-Canada. On achète du Canada, on veut des trucs du Canada, let's go le Canada. Puis là, en constatant ce phénomène-là, j'ai constaté qu'il y avait comme une droite
gens plus conservateurs qui, là, ramenaient l'idée Je suis identitaire d'accord, du j'ai Québec. vu ça, C'est- Dominique Moret parmi d'autres. Oui, c'était fascinant de voir ça, mais ça fait peur un peu pour, justement, le Québec de voir ça, parce que, comme là, monsieur, madame, tout le monde se rallie au Canada. Moi, ça m'inquiète pas trop, je vous Non. avouerai. C'est-à-dire que je vois la même chose que vous avez raison dans votre description, mais moi, j'appelle ça un coup de fièvre. C'est-à-dire, il y a eu, faut comprendre, en fait, j'avoue que j'ai été surpris sur... Moi, quand Trump commence à dire 51e État, je ne le prends pas au sérieux et je le prends toujours pas au sérieux aujourd'hui. Je pense que c'était le troll intégral qu'est Donald Trump en la matière. Et peut-être que dans son monde idéal, imaginaire, il y aurait une forme d'empire américain, nord-américain, qui prendrait le Canada anglais, puis s'étendrait jusqu'au Groenland, bon, puis qui ramènerait le canal de Panama. Peut-être. Mais le fait est qu'il y a plein de préférences dans nos têtes qui se concrétisera jamais. Donc, à moins de croire que les Marines vont être à Winnipeg, que l'armée, l'aviation américaine va bombarder Vancouver, que les tanks américains vont rouler sur Montréal et Moose Jaw, puis que la marine américaine va s'emparer d'Halifax, à moins de penser au sérieux, il n'y aura pas d'annexion. Mais le fait est que les Québécois ont eu... Ça m'a frappé à quel point ils ont pris au sérieux cette peur-là. Donc là, ils se sont dit, qui peut nous protéger? Qui peut nous protéger? Puis là, il y a eu ce que j'appelle un accès de fièvre canadien. Donc là, je le vois dans des émissions de télé, radio, des gens qui disaient autrefois « nous les Québécois », là, c'est peut-être à dire « nous les Canadiens ». Qu'est-ce qui se passe exactement? Ouais. Mais le fait est que je pense que c'était une période, un cycle de quelques mois, qui nous aura donné un gouvernement quasiment majoritaire libéral à Ottawa. Donc ça, de ce point de vue, je vous noterai que pendant l'élection, ceux qui parlaient surtout du 51e État, c'était pas Trump, c'était les libéraux fédéraux. Parce que les libéraux fédéraux avaient compris qu'en réactivant ce mythe sans cesse, ils se portaient dans le rôle du bouclier canadien contre l'Empire américain. Mais là, le réel est revenu entre-temps. Donc je pense que vous noterez aussi qu'il n'y avait pas de corrélation entre la chute relative du Bloc québécois et les scores à Québec. Donc le Parti québécois est encore premier dans les sondages. Ouais. Donc cette élection fédérale, pour moi, est une élection qui était très particulière, qui était vécue sur le mode de la fièvre, et ensuite il y a une forme de retour au réel qui va s'opérer en quelques mois et plus encore en 2026 et 2027. On espère que le retour de la fièvre s'opère. Le réel existe. C'est-à-dire que, imaginons une grande crise. Les grandes crises européennes, par exemple, prenez la crise migratoire de 2015. Qui menaçait tous les pays européens, qui en paient le prix aujourd'hui. Les Italiens ne sont pas devenus des Allemands pour autant, les Norvégiens ne sont pas devenus des Suédois, les Portugais ne sont pas devenus des Espagnols. Bon, c'est la vie ensuite. Il y a des moments comme ça. Si on s'intéresse à la politique, il faut aller, je pense, puis on croit à un projet, il faut regarder la tendance lourde, puis ensuite se dire qu'on n'est pas maître des événements qui nous entourent. Mm-hmm. Puis il y a eu ce moment de fièvre un peu délirant qui fait que moi, je regardais ça avec étonnement, perplexité et agacement. Mais bon, je pense qu'on est déjà en train de passer à autre chose. Ouais. Mais toute cette folie-là là, d'avoir peur de Trump, tout ça, est-ce que tu penses que ça l'a grandement contribué à faire gagner Mark Carney aux élections? Janvier 2025. Le Parti conservateur est 20 points en avant des sondages. Donc, l'ensemble du Canada a eu une forme, mais les Québécois en particulier, parce que la fragilité identitaire, on apporte davantage que le reste du Canada. Nous, ça fait 250 ans qu'on est habité par l'idée qu'on pourrait disparaître. Donc, on est sensible à cela. Par ailleurs, on est dans un système médiatique qui a pratiqué une forme de trumpophobie. Ben, c'est là que je m'en allais un peu. Là, les médias ont pas pire... Moi, ça me fascinait. C'est-à-dire qu'on n'ait pas de sympathie particulière, ou même qu'on ait une franche aversion pour Donald Trump ne me dérange pas un instant, c'est tout à fait légitime. Ensuite, qu'on ne fasse pas un effort minimal d'analyse pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis, ça m'exaspère. Et qu'on ne cherche pas à comprendre pourquoi tant d'Américains ont voté pour lui, ça m'exaspère. Et expliquer ça par une forme de folie, comme j'ai pu l'entendre. De manque d'éducation aussi. Ça, on connaît ça par cœur. Je rappelle par ailleurs que généralement, plus on est diplômé en sciences sociales aujourd'hui, plus on a le risque d'être fou politiquement. Mais bon, c'est une autre question. Cela dit, donc je pense que la peur panique autour de Trump, entretenue par globalement un système médiatique qui, sur cette question-là, s'est contenté d'entretenir une forme de peur paresseuse, je pense que ça a déformé notre propre débat politique à terme. Bon, une fois que c'est dit, si on est Québécois, on a de bonnes raisons de s'inquiéter. Par définition, moi, je regarde les Américains comme, je dirais, comme toute petite nation prise à côté d'un empire voit un empire. Je veux dire, on a de bonnes raisons comme Québécois de se dire que les Américains n'agissent pas d'abord en fonction de nos intérêts, mais de les leurs. C'est normal. Donc là, méfiance, oui. Ensuite, ce qui est dommage, c'est que Trump était porté par un mouvement qui avait pas que du négatif. Par exemple, la volonté de déwokiser le pays. Combien d'Américains ont dit qu'ils ont vécu la défaite de Biden, la victoire de Trump, comme une forme de 1989 intérieur. Donc, sur le mode chute du communisme, mais là, c'était, sur un tout autre registre, déstabilisation du wokisme qui était plus autoritaire que jamais. Et ça, je le comprends.
La volonté de stopper l'immigration massive, je le comprends. La volonté de déconstruire un État fédéral obèse qui s'étend partout, surbureaucratisé, je pense que tout le monde peut le comprendre. Ensuite, je pense que Trump a gâché lui-même assez rapidement, dans la mesure où il aurait pu inspirer des gens ailleurs. Il a gâché le tout avec sa lubie annexionniste. Donc, comme je dis, moi, pour le Canada, je ne le prenais pas au sérieux. Pour le Groenland, c'est plus compliqué. J'ai pas une passion particulière pour le Groenland dans ma vie, mais je constate que quand on dit un pays de l'OTAN, parce que le Groenland est associé au Danemark, on va vous acheter, si ça marche pas, l'hypothèse de l'invasion est légitime. Bon, donc là, les Américains envahiraient un pays de l'OTAN. À ce moment-là, on a de bonnes raisons de se dire que la Maison-Blanche est sur un logiciel tout à fait nouveau et qu'on a de bonnes raisons de s'en inquiéter. Ensuite, tout réduire le rapport aux États-Unis à une espèce de Trumpophobie délirante, sans prendre la peine en plus de s'intéresser aux différents courants de pensée qui l'alimentent, et ainsi de suite, ben, je trouve que c'est une forme de paresse intellectuelle. Mais c'est ça, côté médias, est-ce que les chroniqueurs et les journalistes, mais peut-être plus les chroniqueurs, parce que je pense que ça relève plus de l'opinion, sont conscients de l'influence, en fait, de la grandeur de l'influence qu'ils peuvent avoir sur les gens puis sur leur choix électoral, ou c'est... Moi, je relativiserais, c'est-à-dire, vous l'avez dit avec raison, le commun des mortels vote en fonction de ses besoins primaires, ce qui est normal. Moi, je suis obligé chaque jour de relativiser ma capacité d'influence de l'électorat, parce que sinon, le Québec serait indépendant depuis longtemps. Donc, j'ai beau écrire sans arrêt là-dessus, parler de ça sans arrêt, manifestement, genre, je ne suis pas tout puissant. Et à mon grand désarroi d'ailleurs. Je constate que personne ne l'est non plus. Il y a... Donc ça, il y a une diversité dans la chronique au Québec, je pense. Il y a quand même une diversité de points de vue, globalement. Ensuite, il y a des préférences collectives qui existent dans une société. Mais dans le journal, par exemple, pour lequel je bosse, je constate qu'il y a des gens avec qui je suis en tout à fait désaccord parmi les chroniqueurs, d'autres avec qui je suis plus en accord. Je constate, cela dit, qu'il n'y a peut-être pas le même pluralisme dans un autre grand quotidien québécois qui lui, n'a pas le souci de mettre en scène la diversité des points de vue qui existent dans une société. Et ça, je pense que c'est une tâche élémentaire pour les médias, c'est mettre en scène la diversité des courants qui traversent une société. Ensuite, il n'y a aucune orientation éditoriale qui est purement neutre. Donc, ça peut pencher d'un bord, ça peut pencher de l'autre. Mais il faut toujours savoir que dans les pages qui sont il faut avoir les différents courants qui puissent s'exprimer d'une manière ou de l'autre et éviter de tourner en ridicule ces différents courants. Puis accepter de les mettre en débat. Lorsque nous nous quitterons, j'irai rejoindre le plateau de la Joute. Okay. Eh bien, je serai en désaccord avec un ou deux de mes collègues, assurément. Et ce désaccord est l'autre nom de la démocratie en pratique. Tu dis que tu constates que tu n'as pas tant d'influence que ça parce que sinon, on serait déjà indépendant. Ouais. Mais mettons, l'autre jour, on a fait j'ai fait une petite chronique. J'ai repris tous les articles de journaux ou chroniques que j'ai pu trouver dans différents journaux à propos de Trump. Puis j'ai fait un petit montage là, de tous les grands titres. Si il y avait eu une aussi grande quantité de titres comme ça dans aussi peu de temps sur l'indépendance du Québec, ça aurait sûrement influencé les gens à un moment donné. Alors, il faut me donner la méthode parce que je le ferai alors. Je suis prêt à tout. Non, mais je veux dire, quand il y a beaucoup de chroniqueurs et de journalistes qui se mettent en même temps à dire la même chose, je veux dire, ça a un trait... Les gens sont influençables. Ouais, alors, les gens sont influençables, je suis d'accord. Ensuite, il faut voir que la séquence Trump, il y a eu, je pense, c'est pas seulement un changement, par exemple, de gouvernement. C'est pas un changement de présidence. On est porté par un courant politique autour de Trump, un mélange de national-populisme, de national-conservatisme. On a un courant qui sort complètement des paramètres auxquels nous étions habitués. Et ça, je pense que l'esprit humain est ainsi configuré que quand on sort d'un système de pensée, dans notre système de pensée, il y a de la place pour une certaine droite, une certaine gauche, un certain centre. Mais là, quand on bascule dans un autre système, c'est comme si un signal d'alarme qui se lance dans notre tête, on ne comprend pas ce qui se passe. Et il y a une espèce de mode panique, c'est-à-dire ce qui se passe n'est pas normal, puis là, on a tendance à dire alerte, danger, 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 puis dire bon. Ensuite, il y a eu, je pense, je le disais, sur la question Trump, je ne suis pas certain que la société québécoise était la plus pluraliste dans son interprétation du phénomène. Ça m'apparaît évident. Ensuite, comme je dis, on avait nos raisons de le faire. Un Québécois qui ne se méfie pas du gros empire au sud de la frontière est un Québécois qui n'est pas conscient du rapport de force. Bon, manifestement, les Américains ont décidé de changer leur politique tarifaire et le Canada a créé pour son existence. Donc, manifestement, on a raison de s'inquiéter. Ensuite, comme je dis, ce qui me frappe, ce qui me choque,
c'est le manque de curiosité intellectuelle d'une partie de notre classe médiatique qui n'a pas le souci juste de savoir ce qui se joue à travers ça. C'est-à-dire, on oublie, j'entends souvent dire des Américains, c'est un peuple tellement matérialiste qu'il n'y a pas du tout le sens des idées aux États-Unis. Mais vous vivez sur quelle planète, les gars? Je veux dire, il y a un nombre incalculable de revues d'une qualité remarquable, conservatrice, en progressiste aussi. Mais pour ceux qui s'intéressent à la pensée conservatrice, il y a des revues, des magazines, des travaux, du travail de think tank. Il y a moyen de s'intéresser à ça, puis de chercher, à défaut d'adhérer, au moins de comprendre ce qui se passe. Et je pense que c'est ce qui n'a pas été fait, avec une forme de débilité maximale quand j'entendais une forme de fascisation, d'hitlérisation de Trump. On peut ne pas l'aimer sans penser que c'est le retour du Troisième Reich. C'est aller loin. Surtout, ça témoigne d'une pauvreté intellectuelle effrayante. Si votre seul comparatif historique en tête, c'est le Troisième Reich, donc vous ramenez tout à ça finalement. Il y a d'autres expériences historiques auxquelles on peut ramener Trump. On peut l'inscrire dans la longue histoire américaine. Ça, c'est déjà pas si mal. On peut faire des comparaisons avec d'autres endroits dans le monde que 33-45 en Allemagne. Donc ça, je trouve que c'était assez paresseux. Cela dit, je suis d'accord, je le voyais pendant les élections américaines, j'avais l'impression quelquefois d'être un peu seul dans mon camp, non pas être pour lui, ce qui n'était pas le cas, mais juste à chercher à dédiaboliser le personnage. J'avais pas l'impression d'être la voix dominante, mais bon, ça fait partie du jeu quelquefois. Le fait que certains médias ont choisi justement de représenter une autre vision de la situation versus ceux qui choisissent de rester positionnés sur leurs opinions, est-ce que c'est du fait que les chroniqueurs, les journalistes de certains médias ont vraiment tous la même lignée de pensée? Ou, donc, dans un média qui a laissé la parole à d'autres opinions, est-ce que on est allé la chercher, cette autre opinion-là, ou on a vraiment juste laissé les chroniqueurs, les journalistes être libres de leur opinion? Y a-tu des directives en arrière? Alors, moi, je parle pour moi. Okay. Je travaille pour le Journal de Montréal, pour Cube Radio, pour LCN, pour CNews, pour Europe 1, pour Le Figaro et pour le JD News. Jamais on ne m'a dit quoi écrire, sur quoi écrire, et ainsi de suite. Okay. Je n'ai pas souvenir, donc je suis chroniqueur rémunérant, entre guillemets, je gagne ma vie avec ça depuis autour de 2010. Je ne me suis jamais fait dire ça, tu peux pas le faire. Puis Dieu sait que je pense pas toujours la même chose que le mainstream médiatique québécois. Ouais. Jamais on m'a dit ça. Donc, ensuite, je peux constater certains journaux, par exemple un autre quotidien au Québec, à Montréal, je sais que de temps en temps, ils ont dit qu'il faut quand même s'ouvrir un peu vaguement. Par exemple, au public indépendantiste, il y a quand même, globalement, les bonnes années, il y a 2 Québécois francophones sur 5 ou 1 sur 2 qui est pour l'indépendance du Québec. Il y en aura plus dans quelques années, je le crois. Mais il serait peut-être bien de leur parler. Puis je crois comprendre, sans avoir les détails en tête, que lorsqu'ils ont essayé d'en avoir un, ça n'a pas duré longtemps parce que ce seuil de désaccord était à ce point marqué dans leur esprit que c'était presque intolérable dans leur page. Mais moi, je vais vous donner un exemple. Je vais personnaliser la chose. J'ai dans le journal pour lequel je travaille, le Journal de Montréal, chez les chroniqueurs, vous avez par exemple un Joseph Facal, qui est un ex-social, ou je dirais un social-démocrate modéré, devenu un homme de centre-droit, qui, par ailleurs, est très anti-Trump pour d'excellentes raisons de son point de vue. Vous avez un indépendantiste comme moi, qui est beaucoup plus francophile qu'américanophile, disons ça ainsi, mais qui s'intéresse aux États-Unis. Vous avez une Yasmine Abdel-Fadel, qui est une fédéraliste convaincue, militante, sans ambiguïté, puis qui défend sa cause très, très légitimement. Vous avez Tom Mulcair, qui est une ligne fédéraliste plutôt social-démocrate. Je préfère la liste des chroniqueurs. Donc, il y a manifestement une diversité de points de vue qui existe. Je pense qu'ensuite, chaque journal devrait se demander de quelle manière mettre en scène cette diversité de points de vue. Sur CNews, là où je bosse. Sur le plateau sur lequel je suis. Moi, je suis un nationaliste conservateur, tendance gaulliste, disons ça ici, à la française. On a Marc Menant, qui est un de mes collègues, qui est de la gauche laïcarde, mais caricatural, c'est pas le bon terme, c'est injuste. Passionnément laïciste, comme ça ne se fait plus, mais à côté de lui, il y a Charlotte Dornelas, qui est une catholique pratiquante, revendiquée, qui, par ailleurs, est aussi une conservatrice. Donc ça, il y a souci de pluralisme. On a sur CNews, comme chroniqueur, Olivier d'Artigol, qui est un communiste. Pas un socialiste, un communiste. Mais on a un communiste sur le plateau. On a des gens de différentes tendances. Je pense, et là c'est le paradoxe, le service public souvent dans nos sociétés,
se fait un devoir de donner des leçons de pluralisme et de bons médias. Voilà comment est un bon média, pas mauvais média, bon média, mauvais média. Mais s'il y avait autant de pluralisme intellectuel sur les zones du service public, que ce soit France Inter en France, France Culture, Radcan, la BBC, et ainsi de suite, ben je pense qu'il y aurait beaucoup de courants. En fait, il y aurait une forme d'oxygène intellectuel qui s'inviterait dans les médias du service public. Avec ce paradoxe que théoriquement, c'est le service public qui devrait être beaucoup plus pluraliste. À la rigueur, un média privé, théoriquement, un média privé, on peut en faire, donner l'orientation qu'on veut. C'est un média privé. Le service public devrait avoir le souci du pluralisme. Il ne l'a pas toujours. De là, ma question. Parce qu'on trouve qu'il manque peut-être de diversité dans l'opinion de certains médias. Il y en a qui ont été nommés que, justement, comme les vôtres, qui sont vraiment diversifiés, mais dans ceux qui sont vraiment mainstream, un peu plus donc gauchistes, il y a moins de diversité. C'est que la gauche vit plus difficilement avec le désaccord que la droite, entre guillemets. Parce que, alors, j'ai une théorie presque anthropologique là-dessus. La droite, entre guillemets, là, si on veut vraiment jouer faire presque de la métaphysique politique, la droite considère que le mal est dans le cœur de l'homme. Donc, fondamentalement, c'est ce que disait Solzhenitsyn, le cœur de l'homme est traversé. La frontière entre le bien et le mal est dans le cœur de chaque homme. Donc, chacun d'entre nous sommes conscients de notre faillibilité, et dès lors, le désaccord public est nécessaire pour être capable d'explorer les différents possibles de la nature humaine. La gauche a davantage tendance à dire que le bien, c'est cette institution, et le mal, c'est cette institution. Donc, c'était le capitalisme. Ensuite, ça pouvait être l'hétéropatriarcat ou le blanc-triarcat, puis ils inventent toujours des concepts comme ça. Donc, dès lors que vous êtes favorable à cette institution qui est l'incarnation du mal, ben, vous êtes un collaborateur du mal, et dès lors, on n'a pas à vous entendre. Je dois vous rééduquer à la rigueur. Parce que soit je vous chasse de la vie publique, je vous censure, votre propos est tellement dangereux que d'autres pourraient l'entendre et être convaincus par votre propos, et dès lors, il faut vous censurer, propos haineux. Ou alors, vous présentez les faits de telle manière que ça ne correspond pas au récit dominant, désinformation, ou alors on va vous rééduquer tout simplement, ou rééduquer vos enfants pour éviter qu'ils ne reproduisent vos préjugés dans leurs idées de demain. Donc ça, je crois que de ce point de vue, une certaine gauche a une tentation autoritaire dont elle n'est pas consciente. Donc, elle encadre de façon bienveillante l'opinion. Ben, elle se croit, c'est généralement de manière bienveillante qu'elle veut censurer son prochain. Oui, c'est Il ça. n'en demeure pas moins que le censuré ne voit pas nécessairement la dimension bienveillante de tout cela. Est-ce que tu as une limite à la... Je veux dire, t'es pro-liberté d'expression, clairement. Est-ce que tu as une limite à la liberté d'expression? Est-ce qu'il y a un mais? Est-ce qu'il y a des fois que la censure est Il y en a bonne? deux. Il y en a deux. C'est l'appel à la violence, c'est-à-dire quelqu'un qui dirait je déteste le Parlement d'Ottawa, il faut brûler le Parlement d'Ottawa. Mais ça, non. Et ensuite, la diffamation. C'est-à-dire, si je dis Monsieur X est un voleur, puis c'est pas un voleur, ben ça, pour le reste, j'ai une conception maximaliste de la liberté d'expression. Je pense que on croit censurer le pire et finalement on finit par censurer le désaccord. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Donc, je suis un maximaliste de la liberté d'expression. Ensuite, je pense que c'est Camus qui disait, Albert Camus, un homme, ça s'empêche. Donc, par ailleurs, il n'est pas nécessaire de dire tout ce qui nous passe par la tête. Et, donc, il y a je dirais, non pas une forme d'autocensure, mais une forme d'auto-inhibition minimale. Par exemple, imaginons que je suis en débat avec une de mes collègues ou un de mes collègues, puis je pense que fondamentalement, ce qu'il dit est crackpot, pas au cas où mon sens, puis en plus, ça va entraîner la destruction du Québec. Il m'est possible de présenter cela sous le signe d'arguments plus rationnels, sans lui prêter de mauvaises intentions. Même si au fond de moi-même, quelquefois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut, bordel? Donc, je pense qu'il faut être capable de... Puis ça, c'est presque une méthode d'enquête légitime. Il faut chercher à voir de quelle manière celui à qui on parle s'auto-représente. C'est-à-dire, c'est toujours une manière... J'ai beau penser que c'est un fédéraliste destructeur, lui se voit autrement. Donc, je dois au moins, peut-être donner tort ensuite, voir comment il se représente lui-même. Ça, je pense que c'est une bonne méthode de débat. Donner le bénéfice du doute et de penser que chaque personne est bon fondamentalement. Ah, puis... j'irai pas jusque-là. Je suis Non. quand même plus pessimiste sur la nature humaine. Je pense que... je pense que nous sommes... Mais moi, ma vision de l'être humain, c'est que l'être humain est généralement médiocre, un peu bon, de temps en temps lumineux, très souvent atroce, mais j'y reviens la plupart du temps médiocre. Et okay. Ça, c'est la bête humaine telle que je la vois. Ensuite, le propre du travail de la culture et de la civilisation consiste à refouler nos tendances mauvaises, à cultiver nos bonnes tendances, à développer chez nous un réflexe de coopération sociale optimale qui permet de construire des sociétés qui sont plus agréables que d'autres. Mais en dernière instance, il en suffit de peu pour que l'être humain redevienne, comme je dis, s'affaisse dans sa médiocrité naturelle ou devienne monstrueux, comme l'histoire l'a si souvent prouvé. Donc voilà pourquoi j'aime bien généralement les institutions, voilà pourquoi j'aime la continuité culturelle, voilà pourquoi je suis conservateur philosophiquement. Parce que je pense que le conservatisme, c'est une saine doctrine qui a pris conscience de la nature humaine et qui veut refouler le mal et cultiver peu à peu les petites vertus qui font en sorte que la vie sera moins désagréable.
En tant qu'intellectuel qui s'exprime bien et justement par rapport à qu'est-ce que tu dis là, que tu trouves que beaucoup de gens sont médiocres. Tous. OK, bon, parfait. Pas d'exception. On est tous mauvais, on est tous médiocres. Es-tu médiocre aussi? Je participe à la médiocrité Parfait. humaine, bien évidemment. Je veux dire, j'essaie de ne pas m'y lever. Tous égaux. On est tous égaux, à tout le moins dans le péché originel, comme diraient les catholiques. On est tous égaux. Je ne dis pas que j'y crois, je dis que simplement, on porte tous en nous cette part mauvaise et on a tous le devoir de se civiliser un peu. Je veux dire, être bon avec son prochain et ne va pas de soi. Je veux dire, il y a 100$ qui traînent sur le bureau de quelqu'un, personne n'a vu. Je veux dire, l'esprit mauvais pour dire je le prends comme ça, puis personne ne verra. Ensuite, on se dit non, on s'empare pas du bien des autres, et ainsi de suite. C'est du temps quand même, éduquer l'être humain pour en faire quelqu'un de pas trop mauvais. Et puis ça peut toujours rechuter d'une manière ou de l'autre. Voilà pourquoi je dis, il faut être prudent quand on change les institutions, la culture, parce qu'il y a une intelligence derrière les traditions, les us et coutumes, et ainsi de suite, qui font en sorte que ça nous a civilisés peu à peu. Bien, c'est ça, parce qu'on a comme tous des critères différents aussi de ce qu'est une bonne ou une mauvaise personne. Puis c'est ça que j'allais dire, tu sais, de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de retour, je sais pas si on appelle ça du populisme, là, mais tu sais, je pense qu'il y a les gens sont tannés un petit peu d'un certain élitisme de certains groupes de personnes qui décident pour eux, qui leur disent « Toi, t'as pas le droit de parole parce que t'es pas éduqué, etc. » Mais tu sais, il y a des gens qui ont peut-être moins d'éducation ou qui ont peut-être moins des bons mots puis qui vont avoir des propos super pertinents. Tu sais, comment tu sais-tu ça, toi? Est-ce qu'il y a comme des gens qui ont que leur avis vaut moins ou parce qu'ils sont moins cultivés, parce qu'ils ont moins des beaux mots, etc.? Ça dépend le sujet. Je veux dire, l'avis d'un astrophysicien vaut beaucoup plus que le mien si on commence à s'intéresser à l'histoire de l'univers. Je veux dire, objectivement, mieux vaut l'écouter. Si j'ai un problème de santé, l'avis de mon médecin est infiniment plus valable que le mien ou de ma dernière recherche Internet, sans le moindre doute. Mais en termes de société où on voilà. vit tous, Ce que je veux dire, c'est que je dis, il existe une telle chose que l'expertise légitime. Ensuite, sur le domaine des choses de la cité, c'est beaucoup plus complexe. Moi, j'aime dire, si on s'était fié au 20e siècle aux préférences politiques des intellectuels, on serait tous aujourd'hui dans des États totalitaires. Je veux dire, avant la Deuxième Guerre mondiale, si on regarde la vie intellectuelle française, elle se divise globalement en des gens qui ont des sympathies communistes, des gens qui ont des sympathies allemandes ou italiennes. Les défenseurs de la démocratie libérale passent pour d'affreux ringards qui n'ont rien compris au temps nouveau qui sera celui du communisme ou de l'Empire européen. Bon. Ensuite, après Deuxième Guerre mondiale, les intellectuels, globalement, sont marxistes. Le marxisme, pourtant, on le sait à ce moment-là. Il suffit d'avoir un peu de curiosité pour savoir que l'URSS, c'est un empire totalitaire. On le sait. Et pourtant, on fait tout pour ne pas savoir. Les universités aujourd'hui, si on regarde la composition des campus américains et même européens, je veux dire, c'est un wokistan. Donc, je me méfie, moi, des intellectuels en général, pas de tous en particulier, évidemment. Donc, et je crois que le commun des mortels, parce qu'il est collé à la concrétude des choses, c'est une formule de Montesquieu qui m'a toujours semblé assez juste, bien qu'elle peut sembler méchante. Le peuple pense mal, dit-il, mais sent bien. C'est-à-dire que évidemment, il n'y a pas l'outillage théorique pour être capable de construire une doctrine élaborée. Mais fondamentalement, il sait que 2 + 2 = 4. Le réel, c'est Orwell qui disait inversement, certaines idées sont à ce point absurdes et aberrantes qu'il n'y a que des intellectuels pour y adhérer. Il n'y a pas le commun des ours. Il y a pas l'homme ordinaire, c'est jamais dit une fois dans sa vie. Il suffit qu'un homme se dise femme pour être femme. Et une femme qui décide de se dire homme puis qui accouche ensuite parce qu'elle a conservé son appareil génital, eh bien, c'est un homme qui accouche. Personne s'est jamais imaginé ça sur Terre jusqu'à ce que des intellos bizarres, subventionnés et porteurs de diplômes tendance lysenkiste aient pu le dire. Donc moi, je suis méfiant envers les intellectuels comme caste. Ça, je pense que comme caste, tout comme je suis méfiant des bureaucrates comme caste. Mais les intellectuels, j'en suis méfiant comme caste. Ensuite, il existe dans cette tribu désagréable de vrais grands penseurs qui peuvent nous éclairer de différentes tendances et il n'est pas inutile de les lire et un jugement qui s'appuie sur la lecture de ces grands penseurs, qui ne renie pas par ailleurs le rôle du sens commun, du bon sens, des évidences du quotidien, est probablement plus éclairé que le dernier tweet du jour avec 8 points d'exclamation. Puis autant intellectuel que expert et tout ça, est-ce qu'on peut tout remettre en question, ces gens-là, tout le temps? Est-ce que c'est bon de les remettre en question? Ben, ça dépend des moments. C'est-à-dire, je pense que les sciences sociales aujourd'hui à l'université, qui sont à l'origine d'un immense désastre, doivent être mises en question comme caste, comme milieu, comme institution. Ce qui ne veut pas dire ensuite que chacun fait un mauvais travail. Mais la caste fait un travail destructeur.
Ensuite, il y a des périodes où il faut se rendre compte que ce qui se prend pour la science est très approximatif. Je pense qu'on a tous vécu d'une manière contrastée, ou à tout le moins assez vu la période COVID. La science changeait d'avis assez rapidement, quelquefois en l'espace de quelques jours. Je me rappelle qu'en France, il fallait par exemple ne pas porter le masque au nom de la science le jour 1, porter le masque au nom de la science le jour 2, tout ça. Donc Assis, debout. On peut prendre son café de mémoire assis, mais pas debout. Parce que apprendre le virus, bon. Donc là, moi, je regarde ça. On a été dans un moment assez fascinant. Donc, moi, je suis... En plus, moi, je suis plutôt les 6 premiers mois de la COVID, j'allais dire comme tout le monde, mais comme la plupart, je dis, bon, si c'est la peste qui nous frappe, ben, enfermons-nous. Puis par ailleurs, nos sociétés, si l'Occident réussit une chose, sur le plan politique, ça va pas très bien, mais sur le plan scientifique, l'intelligence occidentale a quand même accompli des choses formidables. Donc puis nos sociétés, l'amélioration des conditions sanitaires au fil du temps, donc il y a de bonnes raisons de trouver que notre société, si elle dit, attention, danger, ce virus peut tous nous tuer. Bon, ok, je suis pas fou, là, je vais me cacher. Après 6 mois, on commence à comprendre que c'est plus compliqué. Et là, c'est à ce moment-là qu'il y a une forme de décrochage. C'est-à-dire là, il y avait une forme d'ivresse coercitive d'une partie du parti médiatique qui chaque jour se demandait mais pourquoi ça c'était pas encore interdit, pourquoi ça c'est pas interdit, pourquoi ça c'est pas... Bon, ça c'est une période un peu, et avec cette tendance aussi de présenter comme d'affreux crétins tous ceux qui semaient ici et là un point d'interrogation. Donc ça, je pense que c'est une période un peu bizarre qu'on a traversée. Plusieurs ne veulent pas y revenir tellement qu'ils ont été choqués par ça. Ils se demandent ce qui s'est passé, ils n'y pensons plus. Je comprends ce réflexe, je le partage de temps en temps, mais il faut quand même voir ce que la crise COVID a révélé partout en Occident. C'est une prédisposition à l'obéissance des populations, la capacité, à quel point la peur peut entraîner un effacement complet de toutes les libertés publiques. Un unanimisme médiatique, dis-je, qui peut être assez inquiétant. Ensuite, de cela, on ne doit pas conclure que la seule position qui tienne, c'est une forme de scepticisme généralisé, intégral, où on ne doit plus croire aucune institution. Ça serait une forme de backlash inutile à la période COVID. On parlait de totalitarisme tantôt. Est-ce que cette période-là, c'était du totalitarisme ou de l'autoritarisme, ou comment on définirait ça? Parce qu'il y avait des gens qui étaient carrément exclus. On perd son travail, on est exclu de la société, on est exclu d'un cercle d'amis. Il y a eu... il y avait des conséquences sérieuses sur la vie des gens, je pense qu'une tentation totalitaire... J'ai fait un bouquin là-dessus en 2023, 24 23. Une tentation totalitaire traverse le monde occidental aujourd'hui. Je dis pas qu'on est dans un monde totalitaire, je dis qu'une tentation totalitaire, et je dis que la période COVID a révélé une partie de cette tentation-là, mais là où j'ai un désaccord avec certains, c'est ceux qui disent, sur le mode de pandémie, là, je deviens fou quand j'entends ça. Je suis persuadé, on peut reprocher des tonnes de choses à François Legault dans la période COVID et je lui en reproche. Je pense pas que François Legault se frottait les mains en disant « on va toutes les dominer ». Bon, je pense que M. Legault a vu ça, comme tout le monde s'est dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Puis là, le problème, c'est qu'il est rentré dans un schème de pensée qui était un schème liberticide, qui consistait à dire que, on va... C'était quoi la formule? Il faut limiter... c'est la distanciation sociale. Il fallait limiter les interactions sociales entre les uns et les autres. Puis on en venait à présenter comme des besoins optionnels de l'âme humaine, l'amitié, l'amour, les rencontres, la conversation. Or, ce sont des besoins élémentaires de l'âme humaine. Je trouve que la période COVID nous a dit que finalement, tout ce qu'il fallait conserver, c'est la survie biologique d'une espèce où chacun était dans le formol de sa maison personnelle. Il fallait se soucier des plus faibles, tout ça je l'entends, mais je pense qu'on a mal géré la chose, manifestement, à l'échelle occidentale, on le constate aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens ont participé à un délire sans s'en rendre compte. Moi, le moment où je me rappelle où je suis devenu fou, c'est quand on disait de surveiller nos voisins pour dénoncer s'il y avait des fêtes, et ainsi de suite. Moi, je considère que le sommet de la vilainie morale dans nos sociétés, c'est le délateur. Le délateur. Je déteste la figure du délateur, je le conspue. Alors, nous dire que Puis je me rappelle d'un débat avec quelqu'un dont le nom m'échappe aujourd'hui. Je dis, on va quand même pas pousser les Québécois à la délation. On est quand même pas un peuple de petits délateurs. Et lui me dit, le délateur, dans les circonstances présentes, c'est un citoyen exemplaire. Parce que on doit se contrôler l'un l'autre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contrevenants covidiens. Là, je me dis, bon, là, il n'y a pas moyen d'être plus en désaccord que ça. Bon.
Ensuite, on en est sorti, on n'y est plus. Ce qu'on peut redouter, c'est que le schème mental covidien soit réactivé. Imaginons qu'on est sur le mode de la catastrophe climatique, de l'urgence climatique. Je fais confiance aux écolos, aujourd'hui, aux écolos radicaux à tout le moins, pour justifier, pour réactiver la matrice COVID, pour dire la catastrophe est telle, il faut désormais rationnement, trois voyages en avion dans votre vie, le nouveau concept de péché se nomme empreinte carbone. Tout ça, je redoute, en fait, le pouvoir, P majuscule, dans toutes les sociétés se trouvent toujours d'excellentes raisons pour s'étendre, pour chercher à avoir une emprise totale sur la société. Voilà pourquoi il faut toujours être très vigilant à son endroit. Et quand le pouvoir en plus se croit éclairé par une forme de doctrine eschatologique qui dit de quelle manière on va sauver l'humanité, sinon si vous suivez pas ce qu'on fait, l'humanité va périr. Là, il n'y a pas meilleure manière en fait de consentir un sacrifice immense des libertés. Sans avoir une pandémie, la main, justement, ça peut pas être ça, le pouvoir. Bertrand Jouvenel a écrit un livre assez remarquable du pouvoir. On prenait le pouvoir comme un fait anthropologique. C'est-à-dire qu'une société, par définition, trouve un moment de coagulation, et puis elle se représente comme société, donc elle a besoin d'une instance d'organisation. Le pouvoir, peu importe qui l'occupe, peu importe qui va être aux manettes, n'est jamais pleinement maître des événements. Je veux dire, c'est trop complexe, il y a trop de facteurs extérieurs, il y a trop de contradictions. Bon. Il n'en demeure... Donc, je pense que le pouvoir, dans la tentation anthropologique de ce blob, hein, pour reprendre une formule quand j'étais jeune dans un film je me rappelle des années 80, le blob, il veut s'étendre. Donc, il faut toujours lui donner des coups de fouet pour dire calme, t'as pas de légitimité pour te mêler de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut être anti-pouvoir en tant que tel. Le pouvoir est légitime pour nos sociétés. Je ne suis pas du tout... Je comprends la philosophie libertarienne sans en être. Bon, mais cela dit, l'effacement du pouvoir totalement serait absurde et je refuse moi d'intentionnaliser à l'extrême, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y a je ne sais quelle conspiration de super méchants qui se rassemblent pour nous dominer. Je pense que la bête humaine, j'y reviens, est un peu bête, un peu sotte, que de toute façon même s'il y avait un super méchant, il y en aurait un autre qui voudrait le contredire. Ils feront pas l'entente. Quand on est devant deux commandants Cobra ou devant deux serpentords, il y en a nécessairement un des deux qui veut dominer l'autre. Donc ça, je suis en ces manières assez sceptique sur toute forme de théorie conspirationniste. Ensuite, je ne réduis pas au conspirationnisme toute description du fait que quelquefois le pouvoir devient fou puis cherche à nous en compter des... Le mot conspirationniste veut dire quelque chose quand on est sur le mode de la dénonciation de je ne sais quelle conspiration des francs-maçons au fil des siècles. Bon, ça c'est du délire. Ensuite, pour décrire pendant la période Covid toute remise en question du discours gouvernemental égale conspirationniste, c'était pas lumineux. Puis le fait qu'on a décrit tantôt les gens de gauche comme des gens qui allaient plus chercher la définition du bien et du mal dans l'État, dans les directives, etc., versus la personne un peu plus de droite qui allait le chercher dans son cœur. Ça fait pas des gens de gauche, des gens vraiment plus aptes à justement aller accepter n'importe quelle directive qui va leur être lancée, alors que si on va chercher le bien et le mal dans son cœur, on est plus prompt à, disons, à réfléchir pour nous-mêmes. Ben, moi, un besoin, tu sais, voir ma famille, c'est un besoin nécessaire. Tu sais, bon. Non, mais je me rappelle pendant la période COVID, moi je pense qu'il y avait même un côté au Québec, pas comme ça ailleurs nécessairement. Il y avait un côté, notre vieux. Moi je ne suis pas de ceux qui maudissent intégralement notre vieux fond catholique, loin de là. Mais il y a quand même 2-3 aspects plus inquiétants. Puis moi je trouvais qu'il y a des gens qui s'accrochaient aux mesures sanitaires comme on s'accrochait autrefois à son chapelet. Il y avait quelque chose d'agaçant là-dedans, c'est-à-dire là il y avait les mesures, puis le contrôle des uns et des autres, le masque, pas celui de... Bon. Donc je pense que, genre de gauche au sens très large, aime l'idée de règles explicites fixées par une autorité qui va nous dire de quelle manière vivre en société correctement. Ensuite, j'ai noté pendant cette période, mais peut-être était-ce simplement des hasards ou des faits divers, qu'il y a le fait de proposer une règle et ensuite de s'y soumettre soi-même. Ça va pas toujours ensemble. Combien de fois on voyait... Alors, je vais vous raconter une scène qui m'a été racontée par... je ne suis pas témoin direct, mais ça m'a été raconté. À Paris, pendant la pandémie, il y avait beaucoup de restaurants clandestins. Donc, des restaurants clandestins qui sont... donc, en gros, c'était fréquenté. La vie se poursuivait à l'abri du regard gouvernemental et de l'empire covidien. Des amis sont dans un resto et l'un d'entre eux est une figure politique de relative importance. Donc, pas absolument dominant, mais pas un nobody non plus. Et il accepte de les suivre au resto cette fois-là. Il se dit, oh, franchement, je suis un élu, est-ce que je devrais vraiment y aller? Ben, viens-t'en, il n'y a pas de souci. Et là, mauvaise journée, 2 policiers entrent dans le restaurant à ce moment-là. Là, le type se dit, bordel, c'est fini. Les 2 policiers arrivent, s'installent à table, ils commandent.
Donc, je trouve ça merveilleux comme scène. C'est-à-dire, Wow. c'est une forme de petite dissidence ordinaire. Ensuite, je vais donner un autre exemple sur le grand écart. Pendant la période Black Lives Matter, c'est-à-dire ce qui a suivi, tout ça, là, le moment où le Québec devait absolument se convertir au dogme du racisme systémique, là, c'était une période insupportable. Donc moi, j'étais pas du tout dans cette école-là. Moi, je trouvais que ce concept de racisme systémique avait aucune valeur intellectuelle ni sociologique, que c'était une machine à culpabiliser les Québécois. Bon. Puis je me rappelle avoir écrit un texte, je cachais pas mon hostilité, mais à un moment donné, je fais un texte plus consistant sur la chose, donc j'allais un peu plus loin. Je le publie sur mon blog du journal, et là, des gens qui, 15 minutes avant, à la télévision, disaient ben oui, c'est nécessaire comme concept, on doit le reconnaître, m'envoie un texto, me téléphone, me dire formidable ton texte, ça fait du bien, ainsi de suite. Eh, mais tu viens de dire le contraire, à télé, mot pour mot. Il dit, je suis obligé, tu le sais très bien. Je suis obligé, pas parce qu'on lui avait dit de le faire, parce qu'il s'était imposé mentalement l'idée que pour survivre dans l'espace médiatique, il devait répéter à ce moment-là le slogan du moment. Et ça, je pense que beaucoup plus en ces matières, au Québec, pas en France, en Europe, c'est plus compliqué, mais au Québec, l'autocensure est beaucoup plus efficace que quelques règles édictées par je ne sais quelle administration. La capacité d'autocensure, ça, c'est fort. Ça en revient à notre point de tantôt. Il manque peut-être pas de diversité dans les médias, mais peut-être qu'il manque de gens qui osent s'exprimer. Ben, il manque... je pense que c'est Chirac qui disait il faudrait greffer des paires de couilles, mais le problème, c'est qu'il y a une pénurie de donneurs. Vous me pardonnerez pour ce propos exagérément phallocratique et traditionnel. Il y a eu une perte de confiance dans les médias, apparemment, dans les dernières années. Est-ce que c'est une vraie rumeur? Est-ce que tu observes ça? Puis comment tu expliquerais ça? Est-ce que ça vient vraiment de la période COVID, ce que beaucoup de gens disent? Non, je là? pense que c'est antérieur. C'est-à-dire, le commun des mortels, avec raison, à tout le moins, pas toujours, mais entend un discours et pose quand même quelques questions. C'est-à-dire, les médias sont un pouvoir parmi d'autres. L'idée l'espèce de légende du Watergate qui dit c'est le contre-pouvoir essentiel qui vient contre... Oui, c'en est un, mais quelquefois, c'est le pouvoir de référence aujourd'hui. C'est presque le pouvoir spirituel ou culturel de notre époque qui dit le bien, le mal, qui sont les fréquentables, les infréquentables. Donc, de plus en plus de gens se sont demandé dans quelle mesure le langage médiatique dominant était un langage orienté implicitement ou explicitement, de quelle manière on prétend faire un reportage objectif, mais dans les faits, il y a des préjugés idéologiques qui se glissent là-dedans. Donc, je pense que c'est une saine critique des médias. Ensuite, comme je dis, je pense, je suis pas de ceux qui souhaitent leur effacement. Une société a besoin de se mettre en scène par des médias. Les médias représentent des grandes traditions de pensée, souvent. Donc. Mais, non, je pense que la crise est antérieure. La dénonciation des mainstream médias, d'une manière ou de l'autre, aux États-Unis remonte mais aux années 80, même avant ça, parce qu'on voyait, par exemple, à quel point les journalistes comme Cast étaient orientés aux États-Unis à l'époque. Donc non, je pense que on a de bonnes raisons. Moi, par exemple, en 2019, j'écris L'Empire du politiquement correct, et je dis qu'il faut pratiquer une sociologie de la respectabilité médiatique. C'est-à-dire comment les médias, dans le vocabulaire qu'ils utilisent, nous disent à l'avance quoi penser avant même d'avoir dit quoi que ce soit. Si vous dites ça c'est l'extrême droite, vous n'avez pas besoin de rajouter, vous savez que c'est les méchants. Si vous dites ce philosophe porteur d'une pensée humaniste, c'est un gentil, donc peu importe ce qu'il dit, applaudissez. Et là, donc, on le disait plus tôt, climato-sceptique, climato-négationniste. Il y a tout un vocabulaire, en quelque sorte, qui nous dit à l'avance quoi penser avant de dire quoi que ce soit. C'est la formule de Patrick Moreau, brillant intellectuel québécois d'origine française, qui dit ces mots qui pensent à notre place. Ça, je pense que c'est un travail d'hygiène publique que de décrypter cette novlangue orwellienne. Sans souhaiter leur disparition, mais est-ce que tu as peur que les médias traditionnels soient en train pas disparaître, mais se transformer en d'autres choses, justement, avec les réseaux sociaux, avec les médias alternatifs, tout ça? Je constate simplement que lorsqu'on perd les grands médias, entre guillemets, la capacité qu'a une société d'avoir des débats cohérents tend à s'effacer. C'est-à-dire, quand il y a, je donne un exemple français, il y a le Figaro, il y a Le Point, l'Express, Le Monde, Libé, ça. Il y a quelques grands médias, plus le service public, mais c'est dans cet espace-là que se mène le débat public. Avec des sensibilités très différentes. Mais il est bien, je pense, de savoir lire les tendances d'une société dans un espace médiatique institué. Si, à la fin,
il n'y a que des médias alternatifs, que des podcasts, que des lettres confidentielles ou plus ou moins confidentielles. Ça fait une société de plus en plus anarchique dans son rapport à l'information. Or, je pense qu'une société, pour fonctionner, a quand même besoin d'être capable de lire un peu les grands débats qui la traversent, lire les grandes lignes de son destin, tout en sachant qu'on n'aura pas la même lecture. Puis par ailleurs, si les médias dits alternatifs se développent, ben c'est aussi ça correspond à une nécessité. C'est-à-dire, je donne un exemple. On a cru dans les grands médias qu'il fallait privilégier le temps court de la déclaration de 12 secondes et demie, puis 15 secondes, c'était trop long. Bon. Et là, on redécouvre que le commun des mortels est capable d'écouter des balados, des podcasts d'une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc là, manifestement, il y a une demande pour un format qui a été sacrifié par les grands médias. Je donne un exemple très personnel. Mon émission sur CNews, donc je suis éditorialiste du lundi au jeudi dans Face à l'info. Je suis le premier édito, le dernier édito, donc je porte ça. Mais le samedi, j'ai une émission où j'ai des invités. Face à mon côté, ça s'appelle. Et là, je reçois des intellos, tronches, entre guillemets, là, des gens qui ont un langage recherché, sophistiqué, tout ça. Et on se demande qu'est-ce que ça va donner. Ben, les audiences sont excellentes. Okay. Pas simplement pour me féliciter ma pomme, seulement que je reçois des gens qui tirent le débat par le haut. Et il y a donc un public qui est disponible pour cela. J'avais sur Cube auparavant un balado que j'ai dû laisser de côté parce que j'avais trop d'autres engagements, qui était Les idées mènent le monde. Et là, normalement, c'était pas supposé fonctionner. En plus, apparemment, les Québécois sont anti-intellectuels. Mais ça fonctionnait très bien et ainsi de suite. Donc, il y a un public qui est en attente de formats longs, de travail de fond sur la pensée. Il n'est pas inimaginable, du moins je l'espère, que le travail qui se fait dans les marges ou qui se fait plus largement dans les médias alternatifs finisse par féconder les grands médias qui devraient comprendre qu'il y a effectivement un créneau à développer là. On n'en a pas assez au Québec, des grands médias comme ça qui diffusent, qui représentent l'opinion publique. Puis qui... On a une petite société aussi. Hein. Faut jamais oublier ce que ça veut dire être On a à côté de nous l'empire le plus puissant de tous les temps, avec la richesse, les excès, les débordements, tout ce qu'on veut. Et nous, on a une petite société plus classique, une société plus homogène pour le meilleur et pour le pire. Donc, évidemment que si on se projette à côté, on se sent toujours petit, on se sent toujours ticoune. Je pense que le Québec, à l'échelle de l'histoire, a quand même développé... Moi, je donnais... Si on fait une histoire de qualité des leaders politiques et du débat politique en Occident, deuxième moitié du 20e siècle, par la question nationale, qui est une question existentielle qui touche l'être humain dans ce qu'il y a de plus profond, je pense qu'on a eu parmi les meilleurs leaders politiques occidentaux, quelque part entre 60 et 2000. Ensuite, plus on avait une vie politique qui devenait provinciale et paroissiale, et plus la qualité du leadership politique baissait. Mais il y a eu un vrai moment, donc petite société, mais qu'il y a eu un vrai moment d'ébullition intellectuelle, culturelle, morale, politique. Je suis de ceux qui pensent que ça va revenir. Mais on n'aura pas, évidemment, la diversité médiatique des Américains. Ça, il faut s'y faire. C'est à moins de je ne sais quel boom démographique qui ferait que les Québécois deviendraient maîtres du monde, ce qu'on ne peut que souhaiter. Mais on n'est pas à la veille. On n'est pas si pire que ça. Ensuite, quelquefois, on est peut-être trop prosaïque, trop terre-à-terre. Ça peut être un défaut québécois. Dans quel sens? Je vous raconte une scène qui... et puis je la raconte avec une infinie tendresse pour mes collègues des deux côtés de l'Atlantique. C'est un soir à CNews où je fais mon premier édito de mémoire. Je porte sur l'évolution des conceptions de la paix dans les relations internationales depuis le traité de Westphalie jusqu'à la paix contemporaine. Donc là, je dis comment on est passé d'une paix qui se pensait comme un équilibre entre les États à la révolution wilsonienne qui consiste à penser on veut désormais la paix, c'est la capitulation sans condition de la figure à l'origine de la guerre. Ensuite, une paix... Donc là, je développe ça jusqu'aux conceptions contemporaines de la paix. Deuxième édito, je porte sur l'évolution des typologies pour penser la droite française depuis René Raymond, qui est un des grands historiens de la chose, jusqu'au temps présent. Là, je reçois surtout pour mon premier édito, je reçois des messages du Quai d'Orsay, des gens dans la classe politique, tel ministre, c'est brillant, remarquable. Là, je me dis, ça y est, le Collège de France est pour moi, je suis formidable, je suis à la veille de m'embrasser la main tellement je suis fier de moi. Je reviens à la maison, et là, on a un débat à la joute ce soir-là, où se pose... presque sur le mode anecdotique, mais arrive de manière anecdotique une histoire très, très, très québécoise. C'est je pense, une infirmière de mémoire qui avait, ou une préposée aux bénéficiaires qui avait pris un casseau de beurre de pinot, puis des toasts,
des malades, puis avait mangé sans en avoir le droit le casseau Mhm. de beurre de pinot des malades. Puis on en parle pendant 1 seconde et demie ou 2 minutes, mais j'ai l'impression que ça dure une demi-heure en me disant, là, on appelle ça un crash pas à moitié. Il y a 1 heure et demie, tu te prenais pour le plus grand penseur de l'Occident, et là, t'as un foutu casseau de beurre de pinot dont tu dois parler ne serait-ce que pour un instant. Puis on avait raison d'aborder la question parce que ça faisait l'actualité du jour chez nous, puis ça révélait les dérives syndicales, les dérives bureaucratiques. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est un appel à la nécessaire modestie. Je veux dire, t'as beau penser genre que tu t'avais touché les sommets de la pensée, le casseau de beurre de pinot a gagné. Donc voilà, je pense que quelquefois on est trop prosaïque, mais je dis ça avec complicité parce que j'adore bosser à la joute, c'est formidable, c'est un privilège immense que d'en être, mais à cette journée-là en particulier, ce grand écart m'a terrassé. Avec raison. Mais c'est ça, tu sais, des fois, c'est comme, justement, il y a quand même de la profondeur en arrière de ça, mais ça a Mais il y en l'air a, un petit peu... mais il y en a, mais c'est important de dire, parce qu'il y en avait effectivement, c'était le pouvoir des syndicats, le pouvoir de la c'est ça. bureaucratie, le rapport aux malades et tout ça, mais vu que cette journée-là, je m'étais pris pour Raymond Aron, là, à la fin, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de gourdin sur la tête comme dans les pierres à feu. Une petite dose d'humilité. Ouais, une grosse dose, mais elle a fonctionné. Puis est-ce que entre la France et le Québec, y a-tu un décalage, tu sais, marqué qu'on peut dire, ben, tu sais, dans 10 ans, telle chose va nous arriver ou y a-tu un... Ouais, j'ai entendu ça Ouais. aussi. Mais c'est un double mouvement. Les délires woke et ainsi de suite arrivent d'abord par chez nous puis traversent l'Atlantique chez eux. Inversement, l'islamisation de la société, avec tout ce que ça représente, ça on le voit d'abord là-bas, puis ça nous frappe ici. L'insécurité croissante liée à quelquefois une immigration mal intégrée. Donc ça, on s'était toujours dit... Ouais, je donne un exemple qui me frappe, moi. Il y a quelques années à peine, je pense pas me tromper en disant qu'une femme à Montréal pouvait se promener à toute heure du jour, de la nuit, sans souci, sauf dans 2-3 endroits malfamés, sans souci d'être agressée. C'est-à-dire, ça faisait partie... Il y avait d'ailleurs, les Françaises qui venaient ici disaient « Mais c'est incroyable, ce sentiment de liberté. » Bon. Alors qu'en France... des amis filles savent que si je prends ce trajet de RER ou de métro, je dois m'habiller autrement parce que je vais... Puis si je vais là-bas, à partir de 22h, pas de transport en commun. Pas de transport en commun, mais même si je prends un Uber, je dois m'assurer de prendre plutôt une compagnie haute que Uber parce que selon, par exemple, au moment... après le 7 octobre, il y a des collègues... Des journalistes juives en France ne voulaient plus prendre certains taxis parce qu'elles savaient qu'elles se feraient accuser de salsionnistes et ainsi de suite alors que la consonance de leur nom. C'est-à-dire, donc c'était pas des Dupont, puis leur nom laissait deviner leur origine. Et là, risquaient l'agression, changeaient. Donc là, des femmes, moi ça me frappe, ont intériorisé des changements de comportement pour éviter... cette insécurité conquérante, cette insécurité qui s'étend partout. Bon, ça, on n'avait pas ça au Québec avant, puis on n'est pas encore rendu là. Mais moi, je constate à chacun de mes retours ici à quel point on est une société moins sécuritaire qu'auparavant, une société qui fait l'expérience, en fait, de ce que connaissent les sociétés européennes depuis quelques années déjà. Puis c'est encore un petit peu touché d'en parler. Là. Je veux dire, on se fait étiqueter de raciste assez rapidement juste pour se demander si les immigrants qu'on accueille sont assez bien intégrés, si on en accueille trop pour notre capacité, pour nos infrastructures. Juste de poser ces questions-là, t'es un raciste. Vous avez tout à fait raison, mais c'est pour avoir donné des réponses qui sont très explicites en la matière que vous me demandiez en début d'entretien pour d'où me vient cette sale étiquette. Oui, c'est ça, entre autres. Moi, je dis depuis longtemps qu'on a une immigration massive qui dépasse largement nos capacités d'intégration. Je pense que toutes les cultures ne s'intègrent pas aussi aisément aux sociétés occidentales. Je pense que certaines cultures portent en elles une conception absolument rétrograde et terrifiante de la place de la femme. Je considère que le voile islamique, par exemple, est un symbole, je ne veux pas l'interdire dans la rue, mais c'est un symbole de régression et de conquête de l'espace public. Donc, je ne cache aucunement ce que je pense là-dessus. Et puisqu'on est dans une société qui fonctionne sur le culte diversitaire, donc toujours la diversité est une richesse, la diversité, quelles que soient les circonstances, on nous dit l'ouverture à l'autre. Moi, je suis toujours, oui, mais de quel autre parlons-nous et de combien d'autres parlons-nous? Parce que le résultat ne sera pas le même. Alors, ça, dès lors qu'on conteste le culte diversitaire, on peut se faire accuser des pires choses, mais c'est à ce moment qu'il faut développer une saine indifférence devant les insulteurs.
tu t'es dit de droite, là, je veux juste pas dire... Bon, mais... Si je disais que je vous disais que j'étais de gauche, vous me croiriez pas. Donc, non, mais je veux juste pas te mégenrer de En fait, la vraie question, c'est que les gauchistes seraient pas d'accord. Alors, non, mais ce que j'allais dire, c'est que les gauchistes, tu sais, je veux dire, moi, j'essaye vraiment, tu sais, j'ai des gens que je connais qui sont gauchistes, puis de gauche, en fait, il n'y a même pas ça, se faire dire gauchiste. Puis, tu sais, j'essaie vraiment d'écouter. Il y en a qui sont plus modérés, qui sont capables de parler sans faire une crise, sans insulter. Puis, j'essaie d'écouter un peu pour, tu sais, comprendre leurs propos. Puis, ce qui revient souvent, tu sais, quand je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez contre les gens de droite, c'est que pour eux, les gens de droite, c'est des gens qui mettent vraiment de côté l'aspect social, l'aspect entraide humanitaire, tout ça. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis... Vous connaissez la réplique probablement de Mitterrand, de Giscard à Mitterrand. C'est en 1974, au moment du deuxième tour de la présidentielle, où Giscard, qui va gagner l'élection de 1974, dit « Vous n'avez pas le monopole du cœur, M. Mitterrand. » Et c'est une chose essentielle de dire, la gauche n'a pas le monopole du cœur. Est-ce que les bonnes solutions d'entraide, pour reprendre votre formule, passent nécessairement par des programmes sociaux étatiques, bureautiquement construits? On peut en douter. On peut en douter. Par ailleurs, est-ce qu'une société qui tend à toujours vouloir collectiviser la responsabilité et à déresponsabiliser l'individu, est-ce que c'est vraiment une société qu'on peut souhaiter? On parlait plutôt du rapport à l'égalité. Moi, une société où tout le monde est égal, c'est une société que je redoute. Parce que ça veut dire que c'est une société où les talents ne dépassent pas. C'est une société où si tu as fait des bons choix, tu n'en tires pas les conséquences, et les mauvais choix, tu n'en tires pas de mauvaises conséquences. Moi, je pense que comme société, on doit lutter contre la misère. Ça, c'est fondamental. On doit lui permettre, je pense, avoir des institutions qui doivent donner un petit coup de main à chacun qui est prêt à se prendre en main pour lui donner le coup de main. Donc, c'est pour ça l'éducation publique, ça, je pense, c'est essentiel. Des choses de base. Ensuite, je n'ai pas le culte de l'égalité pour elle-même. Si je suis devant des copies que j'ai corrigées, puis un très bon travail, un très mauvais travail, mais l'égalité serait une injustice contre celui qui a travaillé correctement. Donc là, à un moment donné, l'égalité, c'est un mot qui nous a envoûtés et dont on doit au moins partiellement se désenvoûter. Je rappelle, égalité juridique, ça va de soi. Égalité de la dignité de la personne humaine, ça va de soi. Pour le reste, je préfère la justice, je préfère l'appui des plus faibles, mais je pense que trop d'égalité, entre guillemets, tue la liberté. Et ça, on le voit dans nos sociétés. Puis ça a quasiment un côté, je ne sais pas si c'est le bon mot, méprisant, mais de tout le temps dire « Ah, tel groupe minoritaire a besoin d'aide, les femmes ont besoin d'aide, les personnes racisées ont besoin d'aide. » Est-ce que c'est pas un peu les rabaisser à des gens qui sont pas capables de se débrouiller, qui sont plus faibles? C'est les transformer en chair à quota. Oui, chair à quota, j'aime ça. Et je note, exemple français, j'ai peut-être trop d'exemples français en tête parce que j'y passe un peu de temps. Élisabeth Borne, ancienne première ministre, qui est aujourd'hui ministre de l'Éducation, dit c'est effrayant, il y a dans les professions liées aux mathématiques, donc le génie, les mathématiques plus largement, les hommes sont surreprésentés. Il faut corriger ça. Mm-hmm. OK, mais en médecine, les femmes sont surreprésentées. Est-ce qu'il faut corriger ça? Moi, je l'annonce tout de suite. Si je dois me faire opérer, je préfère une femme plus qualifiée qu'un homme moins qualifié. J'ai une indifférence totale à l'appareil génital de mon chirurgien. Je veux simplement être devant le meilleur médecin. Donc, je pense que cette espèce de logique de groupe qui n'est pas inutile si tu veux analyser une société, c'est-à-dire est-ce que certains groupes performent mieux que d'autres? C'est une vraie question. Ensuite, est-ce que le fait qu'un groupe performe moins, c'est parce qu'il y a un système discriminatoire qui pèse sur lui, ou est-ce que certaines de ses pratiques culturelles font en sorte, pour différentes raisons, qu'il performe moins dans l'environnement qui est le nôtre? On donne souvent l'exemple, par exemple, des Asiatiques qui, globalement, dans les études supérieures aux États-Unis, performent davantage. Est-ce qu'il faut les stigmatiser pour ça? Ils payaient le prix de la discrimination positive. Donc moi, c'est pour ça que là-dessus, en matière de politique publique, je pense qu'il faut individualiser les choses. J'entends traiter l'individu comme un individu capable de prendre en main sa vie, à qui on peut donner un coup de main. Moi, j'ai pas de problème avec qu'il y a des politiques sociales, X, Y ou Z, mais cette idée d'enfermer quelqu'un, le transformer en jeton communautaire, ne pas avoir le souci minimal de l'individu en lui, de croire qu'il doit nécessairement avoir des barons identitaires pour le représenter, ça, je trouve que c'est antidémocratique et antilibéral. Est-ce qu'il y a comme un... Mettons, je prends l'exemple là, des femmes à l'université. Il y a une époque où il n'y en avait pas de femmes à l'université. Puis là, à un moment donné, il y a eu un accès aux femmes à l'université. Puis là, maintenant, les femmes sont surreprésentées en médecine, par exemple. Est-ce que c'était nécessaire de pousser, d'établir justement des quotas parce qu'à une époque où il y avait pas de femmes, justement, puis que là, ça donne un petit coup de pouce, mais qu'il y a une limite où il ne faut pas du tout encadrer ça. Moi, je suis réservé pour les quotas pour la chose suivante. C'est évidemment l'interdiction
si interdiction il y a des femmes à l'université, par exemple, c'est absolument scandaleux. Donc, on fait tomber l'interdiction. Ensuite, il faut prendre au sérieux l'idée qu'une société évolue à son rythme. Puis qu'est-ce qu'on voit? Au bout d'une génération, les écarts sont souvent rattrapés, heureusement. Le problème quand on fait des quotas, c'est qu'on peut les croire justifiés au temps présent, mais à moyen terme, une fois qu'il a occupé sa fonction, le quota demeure, parce qu'il devient un facteur de pouvoir. Donc ça devient une forme de petite baronnie communautaire qui peut servir les intérêts du groupe X, Y ou Z. Bon. Donc, toutes les mesures transitoires sont en fait, aujourd'hui on le voit, des mesures qui tendent à s'installer dans la durée. Ouais. La discrimination positive, qui est pour moi un scandale, consiste à choisir non pas l'individu, mais justement certaines caractéristiques ethno-culturelles, raciales, sexuelles pour choisir quelqu'un. Je trouve que c'est un délire, mais on nous disait que c'était transitoire. C'est pas transitoire du tout. Ça demeure. Et d'ailleurs, je dirais que c'est le seul racisme autorisé et encouragé dans nos sociétés. Moi, en tant que comme blanc, hétérosexuel, dans la quarantaine bedonnant, je sais qu'il y a des jobs pour lesquels je ne pourrais pas appliquer parce que le poste est réservé à telle minorité, entre guillemets. Ouais. Ce qui est scandaleux. Imaginez un poste qu'on dirait les gens de telle couleur, de tel sexe ne peuvent pas appliquer, non-blanc j'entends, ça serait scandaleux. Mais ce n'est pas pour la question des Blancs. Feu Frédéric Bastien, qui était un de mes grands amis, l'historien qui nous a quittés il y a quelques années, beaucoup trop tôt, avait attaqué l'Université Laval en disant, dans l'Université Laval, il y avait par exemple des chaires du Canada qui étaient réservées sur le mode du quota minoritaire. Vous en instant, moi, avec la formation que j'ai, je ne peux pas appliquer parce que j'ai pas la bonne couleur de peau. Une société où on ne peut pas appliquer un poste parce qu'on n'a pas la bonne couleur de peau, on est désavantagé à cause de sa couleur de peau, on appelle ça comment? On appelle ça du racisme. Mais puisque la gauche mondaine et la gauche universitaire a décidé d'inventer l'idée que le racisme anti-blanc n'existe pas, ça c'est le plus grand délire idéologique des temps présents, eh bien, on ne pouvait pas nommer racisme le fait qu'il était discriminé sur une base raciale. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles à temps plein. Fait que même de façon transitoire, dans le fond, c'est illogique dans le sens où il y a une façon naturelle. Ça va... je pense que l'évolution passe plus rapidement par les mœurs, par la liberté que par... Ensuite, je me dis, il peut toujours y avoir des circonstances historiques particulières qui font en sorte qu'on doit... J'accepte l'idée j'accepte d'examiner la proposition, mais je l'accueille avec un préjugé défavorable. Ensuite, je suis toujours prêt, on peut toujours discuter, il peut y avoir des situations vraiment exceptionnelles, mais globalement, je pense que les quotas finissent par desservir tout le monde. Tout ce mouvement-là de wokisme, je pense qu'on peut... tous les trucs de quotas et etc., est-ce qu'il y a des gens qui disent que c'est en train de disparaître en tant que mouvement? Tu vois ça comme ça aussi? Non, pas du tout. Moi, tous ceux qui me disent que... J'entends dire régulièrement que le wokisme est une phase, que ça va passer, que c'est déjà en train de s'épuiser. Oui, comme dirait OSS 117, je connais cette théorie. Mais ça me semble pas confirmé par la réalité. Okay, mais non, mais moi non plus, je n'étais pas dans cette idée-là. Mais pas du tout. Non, mais un instant... Dans le cadre qui est le nôtre, Canada-Québec, les politiques de discrimination positive, les politiques racialistes de l'État fédéral demeurent, sont très actives. La Cour suprême a tendance à légitimer toutes les théories de discrimination systémique, de racisme systémique et ainsi de suite. À ce que j'en sais, la théorie du genre continue de marquer les esprits, notamment dans la jeune génération. Donc tout ça me semble tout à fait inquiétant. La négation du racisme anti-blanc en France, mais pas seulement en France, un peu partout dans l'université, demeure une évidence sociologique pour les sociologues du régime. Bon, c'est un problème. Donc là, mais parce qu'il est contesté, le wokisme se croit vraiment au seuil de l'effondrement. Alors, c'est pour ça qu'il y a une formule que j'ai utilisée souvent dans ma vie, donc je vais vous l'infliger à vous aussi. Je disais que la gauche a été si longtemps hégémonique qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée, et la droite était si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. Et ça, pour moi, c'est l'espèce de double quiproquo qui structure la vie publique. Donc, puisque la droite réussit à se faire entendre un peu, elle dit « on domine », alors que non, les enfants, vous êtes simplement sortis de l'inexistence. et la gauche a été si longtemps hégémonique qu'il lui suffit d'avoir un contradicteur devant elle de temps en temps pour sentir que la réaction est au seuil du pouvoir. Tantôt, on a parlé que le PQ avait fait un petit pas vers le déwokisme. Un grand pas. Un grand pas. La rupture, pour vrai, il faut lire les textes de PSPP là-dessus. Oui. Je ne connais pas dans le paysage politique québécois d'adversaire plus résolu du wokisme. Ensuite, on peut lui reprocher bien d'autres affaires, mais sur cette question-là, on est vraiment devant un Scandinave. C'est-à-dire, c'est la gauche social-démocrate. Je dirais à la blague à PSPP, donc, il est pour l'indépendance.
il veut en finir avec le wokisme, il est contre l'immigration massive, il est contre le multiculturalisme, puis il veut que je paye beaucoup trop d'impôts. Ben, globalement, s'il me donne les premiers points, je lui accorde le dernier. Mais bon, plutôt à mon déplaisir. Mais puis encore une fois, on n'est pas devant, franchement, une forme de socialiste à la française, là. Mais donc, le PQ a rompu avec le wokisme. Je pense que le Parti libéral est beaucoup plus woke aujourd'hui. Le Parti libéral du Québec, celui d'Ottawa, c'est le wokisme incarné. Québec solidaire, on n'en parle pas. La CAQ croit fonctionner à la boussole du pragmatisme, ce qui veut dire qu'elle absorbe toutes les autres influences en croyant penser par elle-même. Et le Parti conservateur de Duhem n'a pas tort sur tout, mais je pense qu'il il s'enferme dans une posture néo-créditiste qui va l'empêcher de croître au-delà d'un certain seuil. Donc, politiquement parlant, au Québec, le wokisme a fait un peu de recul. Non, il a des adversaires, c'est différent. Okay. Je pense que le Québec, au moment de la grande vague woke, début 2020, le Québec a plus résisté qu'ailleurs. Monsieur Legault, à qui je suis assez sévère envers lui, à la manière d'un amour déçu. Mais j'aurais souhaité qu'il renoue avec ses convictions premières sur la question nationale. Mais quoi qu'il en soit, quand il y a eu la campagne de diffamation effrayante anti-québécoise pour dire qu'on devait se convertir au racisme systémique, il fallait mettre le genou à terre devant la théorie du racisme systémique, il a résisté. Il a résisté et je l'en félicite. C'était courageux de sa part. Ensuite, au même moment, ça c'est le paradoxe de nos sociétés, l'État québécois pratique déjà la logique du racisme, reconnaît le concept de racisme systémique dans les politiques qu'il met de l'avant. Donc, il le conteste politiquement, mais l'administration, parce qu'on est dans des sociétés où l'administration a un pouvoir immense qui permet de contourner le politique, a déjà normalisé le racisme systémique comme concept. Mais politiquement, le PQ, à qui on peut reprocher bien les choses, sur cette question-là, a été ferme. On verra pour la suite, mais pour l'instant, si on regarde à la grandeur du Canada, il n'y a qu'au Québec où on a une forme de fermeté sur cette question-là dans un parti politique. Donc, un Québec indépendant, à ton avis, si on lui fait confiance, serait un Québec moins woke? Je pense qu'il serait moins woke, mais serait-il plus woke que ça ne remettrait pas en question la nécessité de l'indépendance? Ça remettrait simplement en question l'idée qu'il faudrait que les anti-woke dans un Québec indépendant contestent davantage les woke. On sera là pour ça. Mais par ailleurs, un Québec dans le Canada est un Québec soumis à une pression woke permanente parce que le régime canadien de 1982, dans sa matrice philosophique et juridique, est un régime, on disait pas woke à l'époque, mais qui porte en lui le virus woke. Donc le régime de 82 porte en lui la logique woke, ce qui fait en sorte que Carney, même si le fait à la manière d'un banquier de Londres, Carney est pas anti-woke fondamentalement. Quand on lit son livre Virtue, je crois, Values, c'est un livre qui était d'orientation. Le mot était peut-être pas là, mais qui est dans cette logique-là. Donc là, je pense que le régime canadien de 82 est woke. Donc de ce point de vue, quand on est dans le Canada, on est soumis, qu'on le veuille ou non comme Québécois, à une pression immigrationniste, multiculturaliste et wokiste permanente. Je termine avec une question du public. Allez-y. On a un nouveau niveau sur Patreon qui est, je me rappelle même plus comment je l'ai appelé, là, je donne vraiment des noms très... Donc, le niveau Super Giga Turbo Ultime Supporter VIP, on a permis à nos membres de poser une question à notre invité et on a Samuel Rasmussen qui a une question pour toi, mais je ne sais pas si tu es prête à sa question. Je te la lis. Monsieur Boccoté, vous qui récitez avec une ferveur quasi-sacramentelle les litanies de l'identité québécoise et du legs occidental, j'aimerais vous poser une question toute simple, mais douloureusement concrète. Prêt? Comment peut-on encore parler de fierté nationale quand nos villages crèvent à petit feu, que nos églises se transforment en condos pour végétaliens polyamoureux et que nos terres agricoles, pourtant bénies par le labeur de générations entières, sont bradées aux promoteurs pendant que l'UPA, les évêques et les sociologues regardent ailleurs? À quoi sert donc votre nationalisme si, au fond, il ne protège ni la terre, ni la foi, ni le paysan qui porte encore le deuil de ses clochers? Est-ce que l'identité, pour vous, c'est juste une chronique au Journal de Montréal et quelques envolées lyriques sur Charles de Gaulle, ou bien c'est aussi le fumier, la chapelle et le fromage de chèvre qu'on bénissait avant de le vendre? Bon,
Je vais laisser monsieur... Comment son nom? Monsieur Samuel Rasmussen. Rasmussen. Je lui laisserai la référence au fumier. Pour le reste, non, j'aime profondément le Québec concret. Je pense que si, je le disais plus tôt, si on pense que l'indépendance est une récompense donnée aux sociétés parfaites, aucune n'en est digne. Mais ce que je sais par ailleurs, c'est que les Québécois, on tient globalement, ça va peut-être pas lui plaire, mais on tient depuis 400 ans en Amérique et surtout depuis 250 ans sous une souveraineté étrangère. On a survécu. On a tenu. On aurait dû disparaître souvent. On a réussi à se maintenir. Notre société n'est pas parfaite. Elle a des défauts. Les Français ont des défauts. Les Italiens ont des défauts. Les Norvégiens ont des défauts. Les Irlandais ont des défauts. Les Québécois ont des défauts. C'est pas une raison, par ailleurs. Je parle même pas le langage de la fierté. Moi, c'est pas un vocabulaire qui m'est très familier. Mais je suis Québécois. Je suis fier de ce que je fais dans ma vie ou non. Mais la fierté... Je suis fier qu'on tienne encore ensemble depuis 250 ans. Ça, franchement, c'est pas mal. Mais pour le reste, je pense que le Québec a tout avantage. Mais ce ne sera pas une réponse très étonnante. Même si on n'est pas parfait, on mérite quand même de continuer à exister, de tenir, de ne pas s'affaisser. J'espère qu'il y aura encore 1, 10, 15, 20, 30, 40 générations de Québécois. Puis pour cela, je pense que mieux vaut se gouverner par soi-même. Et par ailleurs, j'ai comme monsieur Rasmussen le même attachement à nos églises de village, à nos terres agricoles. Je pense qu'on pourrait faire mieux dans tous ces domaines, ce qui ne veut pas dire qu'il vaut mieux laisser les autres faire à notre place. C'est un beau mot de la fin. Exact. Merci. Merci infiniment d'être venu au studio, au podcast aujourd'hui. Ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir. C'était super intéressant. Merci infiniment. Merci. Merci à vous. Bye!